Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 112e Rendez-vous du Futur. C'est donc la 112e fois que nous nous retrouvons ici au Cube dans cet esprit Rendez-vous des Futurs, coproduit joyeusement et professionnellement par le Cube, Triple C et JD Carré. Ce projet au long cours qui nous suit comme ça depuis si longtemps, c'est donc la 10e saison. C'est déjà la 3e émission en une semaine de cette 10e saison. Il n'y a aucun challenge qui nous retient. Vous le verrez ce soir d'ailleurs pour nouveau challenge, c'est que je suis seul à animer. Puisque mon camarade de jeu, mon camarade de toujours, d'ailleurs je le montre là, mais il n'est pas là, c'est Nils Yazosmanov, le président du Cube, ne peut malheureusement pas être des nôtres ce soir, mais je sais qu'il suit de près tout ce qu'on va pouvoir se dire et qu'il n'hésite pas, je pense qu'il n'est pas sur Twitter, mais qu'il n'hésite néanmoins pas à s'approprier comme vous le hashtag RDVF, vous ici au Cube aussi. Appropriez-vous cette émission, elle est à vous, vous posez des questions. Moi, je les ai là sur ma petite machine à métaux rares, et puis je les pose après à notre invité. Les mots-clés ce soir, les mots-clés, ils sont assez vastes, hein. Océan, pêche, industrie, culture, humanité, en fait. Humanité, et évidemment, je finis juste avec tous les messages officiels, hein, mais dans les petits messages de service, les messages officiels, bien sûr, vous verrez ce soir vos rendez-vous, le rendez-vous avec la minute bouclée, avec la chronique de la tortue, avec la revue de presse, bien sûr, de Coralie Jérémy. Vous aurez également Charlie qui vient avec une invitée et qui est une vraie actrice du changement, Agathe Claire, qui travaille à la Surfrider Foundation Europe. Et voilà. Et donc on dialoguera tous ensemble tout à l'heure. Voilà, vous êtes bien, c'est parti pour ce 112e Rendez-vous du Futur. Et donc je vous présente Claire Nouvian. On est très très heureux, Claire, oui, de vous recevoir ce soir. Ça fait longtemps qu'on veut vous recevoir et voilà. Les étoiles sont vraiment super bien alignées parce que votre planning est juste extrêmement dense. Oui, quelque peu. Bonsoir. Mais c'est pour la bonne cause. Alors, je vous présente très rapidement. L'idée, c'est qu'on se connaisse assez rapidement et puis après, comme ça, on pourra parler de manière plus lointaine. Moi, mon mode de présentation, avec vous, on pourrait faire un portrait à la Libé, on pourrait faire un portrait très, très dense, on pourrait raconter toute votre vie, votre parcours. Je pourrais évidemment parler de votre mariage à Las Vegas, je pourrais évidemment dire comment cette quête vous amène, enfin, qu'est-ce qui a été votre déclic. Donc, ce fameux aquarium, on en parlera peut-être. Mais en fait, je vais juste partir de votre profil Twitter, parce qu'au moins c'est très court, et puis on va droit au but. Donc vous êtes fondatrice de Bloom, vous êtes passionnée par les politiques publiques, engagée dans la lutte contre l'opacité des lobbies et de l'injustice, et vous êtes dégoûtée par ce que nous avons fait à la planète et aux humains. Et c'est vrai qu'elle est super cette présentation, parce que je crois que ça vous résume parfaitement. Ben oui, puisque je l'ai écrite moi-même. Voilà. Donc là, c'est sincère. En fait, je me suis dit... dans les profils, il y a plein de gens qui disent mes tweets n'engagent que moi. Enfin, il y a tout ce bazar. Moi, je suis tenue par personne. Donc, j'ai dit vraiment, je me suis dit, s'il fallait que je résume mon profil public, c'est ça. Et c'est ce qui mobilise des gens aussi pour vous suivre dans vos combats également. C'est que vous êtes vrai et vous êtes vous-même, quoi, à un moment. Alors, on a une petite question rituelle ici. C'est une question qu'André Brahi, qui était venu ici, donc spécialiste de Saturne, du système solaire. Je connais. Je le cite tout le temps, André Braic. Ah, parce que j'ai vu, c'est l'homme qui parle le plus vite au monde. Et il faut s'accrocher, en fait. Les gens disent toujours attention, quand on parle au public, il faut parler une idée à la fois, il faut parler lentement, comme si on était tous des abrutis. Et j'ai vu une conférence d'André Braic où, en fait, il parlait tellement vite, il agitait des milliards de concepts. Et en fait, on était du coup ultra tendu et on écoutait attentivement. Et donc, je me suis dit, voilà l'incarnation du fait que ces grandes théories de la façon de s'adresser au public ne valent rien. Ce qui marche, c'est un style personnel, André Braic. Super. Nous, on l'adore ici. On pense vraiment souvent à lui. Et donc, on lui a piqué. Alors, lui, il se posait cette question à lui. Il se disait, toute ma vie, je dois me demander si je suis capable d'expliquer ce que je fais au quotidien à un enfant de 8 ans. Je crois que c'était 7 ans, lui. Mais nous, on a décidé que c'était 8 ans. Je ne sais plus pourquoi. Et du coup, on s'est dit, voilà, on va faire ça. C'est vous qui allez vous présenter. Comment vous vous présentez? J'ai 8 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Claire? Je dis, j'essaie de lutter pour qu'il reste des poissons et des animaux marins dans la mer, qu'on ne détruise pas l'océan, parce qu'il y avait des coraux, etc., des milieux marins. Je parle vraiment comme si vous aviez 7 ans. Hein.
Parce que là, du coup, j'ai l'air d'une débile. Mais c'est, et je dis voilà, donc on essaie de lutter contre la dégradation de l'environnement, mais aussi de tous les animaux vivants dans l'océan, et puis tous ceux qui en vivent, c'est-à-dire les pêcheurs. Parce qu'il y a plein de pêcheurs artisans qui ont besoin de la pêche pour nourrir leur famille, pour avoir un revenu. Et puis il y a des énormes bateaux-usines qui, eux, ne font pas ça pour nourrir leur famille, mais pour ramener du profit à quelques actionnaires. Et c'est tout à fait un autre milieu, une autre quête. Et donc on essaie d'arrêter la disparition des poissons. Et donc je dis aux enfants, environ il y a 50 ans, là où il y avait 10 poissons, aujourd'hui il en reste un. Alors du coup ils disent ah non, il y avait 10 poissons il y a 50 ans. Je dis non, il y avait plus que 10 poissons, c'est une image. Et donc voilà. Et là, je me casse les dents sur les concepts. Ah, c'est compliqué. Ouais, sur le côté des gens, les maths, quoi. Donc on arrive. Il y avait, donc après, ma fille, elle dit il y avait 10 poissons dans l'océan il y a 50 ans. Je dis non, il n'y avait pas 10 poissons. Là où il y en avait 10, aujourd'hui, il y en a un. Enfin, voilà, tu comprends pas? Non, laisse tomber. Bref, il n'y a plus beaucoup de poissons. Puis après, il finit en disant de toute façon, j'aime pas le poisson. Hein. Et ben après, non, ils aiment bien le poisson, les enfants. Tant qu'il n'est pas carré. S'il est bien cuisiné, en fait. Oui, voilà. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est les trucs à la cantine mal cuisinés. Exactement. Des rencontres. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été des marqueurs, vraiment, des déclics? Parce que, bon, je ne fais pas votre portrait, mais on sait que vous avez été journaliste, vous avez produit un documentaire. On a l'impression que vous avez eu plusieurs vies. Du coup, c'est plusieurs séries de rencontres, aussi plusieurs déclics. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, 2, 3 rencontres? Alors, ce n'est pas forcément des rencontres avec des humains, bien sûr. Plein de rencontres, ouais. Je pense qu'il y a eu beaucoup de rencontres. D'abord, j'ai lu un livre. Enfin, moi, les grandes rencontres, c'est quand même les livres, hein, d'abord pour commencer. Mais j'ai lu un livre d'un psychologue américain qui a été traduit en français, qui est vraiment bien et qui s'appelle Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau. Et bon, le titre est pas génial, mais le livre est incroyable. Et dans ce livre, en fait, c'est un des livres les plus optimistes que j'ai lu, et Dieu sait que je lis pas que des choses optimistes. Et ça a été vraiment puissant parce que c'est un livre qui parle de plasticité du cerveau et qui nous montre justement que en fait, notre cerveau est en réorganisation constante et que notamment une conversation peut transformer notre cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, on peut comprendre d'une conversation et donc d'une rencontre quelque chose qui va faire sens pour nous et qui va changer notre vision du monde, des êtres, notre compréhension des choses. Et qu'en fait, c'est puissant. Et je me suis dit, mais c'est en fait ma vie, et donc la vie des individus en général est faite de ce genre de rencontres. En fait, donc on ne peut pas finalement réduire ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on a à une ou deux rencontres, même si certaines sont plus marquantes que d'autres, parce qu'en réalité, c'est des suites d'événements qui ont l'air parfois de rien, mais qui peuvent être absolument marquants dans notre petit écosystème personnel. Et par exemple, moi j'en ai une qui me vient à l'esprit. Je n'avais pas préparé, enfin je connaissais pas vos questions, heureusement, sinon c'est pas le même exercice. Mais c'est pas drôle du tout. Bah ouais, mais il y a une femme thaïlandaise qui s'appelle Pillai Punsawad, qui est la spécialiste des Kalao. Et c'est une chercheuse de l'université de Mahidol à Bangkok. J'ai travaillé avec elle parce qu'on cherchait à filmer les Kalao à l'époque où je travaillais dans la télé. Les Kalao, c'est... Ah oui, les Kalao sont des énormes oiseaux magnifiques avec un casque, très souvent, pas que, mais très souvent ils ont un grand casque et ils peuvent faire jusqu'à 2 mètres d'envergure, ils sont magnifiques. Et parce qu'ils ont ce casque incroyable et ce grand bec, alors ça ressemble à un toucan mais avec un casque, vous voyez, mais... Et leur casque et leur bec est tellement grand et beau qu'ils sont vraiment chassés par des braconniers pour faire commerce de leur casque comme trophée. Vous voyez, comme trophée pour les ahuris d'humains qui collectionnent ce genre de trophées. Pour faire un cendrier, pratiquement. Voilà. Et Pillai Punsawad, j'ai travaillé avec elle dans les jungles de Thaïlande et elle m'a d'abord, il y avait une chose choquante en fait elle m'avait interpellée parce qu'il y a un Kalao qui s'appelle le Kalao rhinocéros qui est magnifique, un oiseau tout noir avec un casque rouge. Et le Kalao rhinocéros, il restait 6 paires de Kalao rhinocéros quand j'ai travaillé avec Pillai dans le sud de la Thaïlande. 6 paires, 6 couples quoi. Et je me souviens de ça a déjà été d'un point de vue, vous savez, quand on se dit mais la biodiversité décline, etc. Et quand on est capable de quantifier à 6 le nombre d'oiseaux qu'il reste d'une espèce, ça a déjà été un coup de poing dans le ventre, en fait. Là, c'est déjà un déclic. Ouais, ça a été en fait violent. Et après, cette femme m'a vraiment inspirée parce qu'elle est d'un courage qui est très rare. Et c'est une femme déjà en Thaïlande, qui est quand même un pays vraiment ultra machiste et misogyne,
Et elle est très forte. Et elle avait une équipe qu'elle menait à la baguette de façon un peu disciplinaire. Mais dans un pays qui est très corrompu. Et donc, elle avait établi des règles de façon à ce que tout le monde soit vraiment motivé par sa mission. Et la mission, c'était de sauver les oiseaux. Et en fait, ça marchait. Elle avait autour d'elle une équipe incroyablement pure et belle. Et tout le monde travaillait avec Pillai parce qu'elle incarnait cette justice et cette justesse et cette probité. Et le courage. C'est Madame Courage, c'est la mère Courage. Et elle est allée voir tous les braconniers du sud de la Thaïlande qui chassaient les calao rhinocéros. Et elle leur disait, mais honte à vous, qu'est-ce que vous direz à vos enfants que vous avez fait partie de ces braconniers qui ont tué. Et en fait, le type était écrasé par la honte. Et elle leur disait, mais je vous donne beaucoup moins d'argent peut-être, mais moi je vous donne la possibilité, je vous donne, je sais pas, on va dire, j'en sais rien, mais l'équivalent de 100 francs à l'époque par mois, mais je vous donne la possibilité de racheter votre conscience et votre fierté et en surveillant les nids. Et elle a sauvé cet oiseau comme ça. Donc elle a transformé le braconnier en gardien. En gardien de la nature. Elle était incroyable. En les montrant juste du doigt, finalement. En les montrant du doigt et en leur disant alors vous allez peut-être gagner, je sais pas, 6 000, peu importe l'unité de valeur, mais c'est l'ordre de grandeur qui compte. Mais vous allez peut-être gagner 6 000 en tuant un oiseau, mais vous êtes en train de faire disparaître votre fierté nationale, votre patrimoine naturel, votre dignité, pire que tout, votre dignité. Et moi, je vous donne peut-être 100, mais vous rachetez votre dignité à vos propres yeux, aux yeux de vos aïeux et de votre descendance. Et c'était puissant, en fait, et ça a marché. Et moi, j'ai l'impression, du coup, oui, elle est une rencontre évidemment formidable, mais aussi tout ce qu'elle incarnait. Il y a une petite citation de vous, mais dans ce fameux portrait de Libé, d'ailleurs. Enfin, une citation, je ne sais pas si on peut appeler ça une citation, mais en tout cas une phrase que vous avez dit, moi qui me marque, parce que là, ça fait complètement écho avec ça. J'ouvre les guillemets, c'est Claire qui parle. Hein. Rien à foutre, personne ne fermera mon clapet, jamais, je préfère mourir que de me taire. En gros, c'est un peu ça, c'est cet esprit grande gueule, c'est cet esprit, il faut dire les choses, et il ne faut pas avoir peur de vraiment de les dire. Et elle les a dit carrément à ceux qui auraient pu retourner l'arme contre elle, au final. Ah oui, ça c'est sûr. Je pense que de toute façon, elle a été menacée énormément. Et je crois que son équipe a déjà même été attaquée. Puis il se retrouve quand même dans la jungle. Enfin, j'ai fait avec d'autres personnes dans la jungle Thaïlande, vraiment à la frontière birmane. On est vraiment face aux braconniers, en fait. Donc eux, ils sont armés, pas nous. Donc non, on s'est retrouvés dans des situations complètement délirantes. Donc oui, ils mettent quand même pour défendre la nature. Enfin, vous avez bien vu les statistiques mondiales. Les défenseurs de la nature, on est à plus de 200 assassinats par an. Hein. C'est quand même une activité dangereuse. On est en guerre. Enfin, et encore, on a de la chance. Nous, c'est une guerre politique, c'est une guerre médiatique, c'est une guerre voilà. Mais pour certains, c'est une guerre armée. En fait, en Amérique du Sud, c'est le continent où il y a le plus d'assassinats d'écologistes. Pour certains, c'est effectivement armé, c'est vraiment dangereux. Le vôtre n'est pas moins dangereux non plus. Et vous parlez de votre combat, on va évidemment en parler derrière, hein, comme le combat du siècle. C'est le combat du siècle, c'est le combat des combats. Oui, je pense que même c'est le combat du millénaire en réalité. Vous voyez, en fait, ce à quoi sert le GIEC, au-delà évidemment de la qualité de sa production scientifique, c'est d'être là pour nous donner l'alerte. Et là, l'alerte, elle est passée de rouge à flamboyante, en flamme, à... On crée des couleurs. Voilà, enfin, et on ne sait plus. Alors d'ailleurs, je pense que les climatologues sont désespérés parce qu'ils se disent, mais quelle est la bonne façon de s'adresser aux humains pour qu'ils croient à la catastrophe en cours, qui de catastrophe va devenir apocalypse. Et je pense que quand on arrive à finalement avoir une culture scientifique suffisamment solide et large pour mettre bout à bout l'ensemble des indicateurs qui sont désespérants, que ce soit la perte de biodiversité, la dégradation des habitats naturels, la surpêche et la destruction de l'océan, les conséquences sociales de tout ça, et évidemment le climat, la pollution, etc. En fait, quand on met tout ça bout à bout, on se dit, bon, maintenant, on y va. La seule question, c'est l'action. Comment peut-on agir ? Et là, ça devient une conversation purement politique. Je ne sais pas si on y va directement, je suis ravie, mais je pense que la question n'est que politique. On peut dire, oui, on doit changer nos modes d'alimentation, on doit changer nos modes de transport, notre mobilité est à revoir, notre rapport au monde naturel, nos valeurs sont à corriger, à revoir entièrement. L'individualisme nous a menés dans le mur, est en train de nous mener dans un mur violent et collectivement.
On a tout à revoir à l'échelle donc individuelle et collective dans toute notre sphère d'action qui est celle de vous, moi, etc. Mais il n'empêche que même si on s'y mettait tous en tant que citoyens, on n'arriverait pas à corriger le tir des politiques publiques qui ont la puissance de nous écraser, comme le fait un traité de libre-échange, etc. C'est parfait parce que vous venez de faire exactement l'introduction idéale, parce que tous ces thèmes, on va les explorer, parce qu'on prend le temps. Donc on va vraiment les explorer derrière. On va rentrer dans le vif du sujet avec la revue de presse. On a une revue de presse qui est faite à chaque émission par Coralie et Jérémy. Et donc on se retrouve juste après cette petite séquence. Le monde humain, c'est la pagaille, mais la vie sous la mer n'est pas mieux que la vie sur Terre. Augmentation de la température de l'eau, blanchissement des coraux, invasion de microplastiques, 7e et 8e continent, tout le monde est malheureux sous l'océan. Dans l'optique de protéger la biodiversité, l'ONU lançait le 4 septembre dernier la négociation d'un traité international juridiquement contraignant sur la haute mer, aujourd'hui très peu réglementé comme le rappelle Peggy Callas, coordinatrice de la IC Alliance, dans un article publié le même jour sur novetic.fr. L'actuel système de gouvernance de la haute mer est faible, fragmenté et inadapté pour répondre aux menaces qui pèsent désormais sur nous au XXIe siècle, liées au changement climatique, à la pêche illicite et à la surpêche, à la pollution plastique et à la perte des habitats. Au cœur des désaccords, le partage des ressources marines qui intéresse notamment les grands groupes chimiques et complique largement le consensus international prévu pour 2020. ONU toujours avec la planification pour 2021-2030 d'une décennie des sciences océaniques au service du développement durable. Pour s'y préparer, près de 500 représentants de la communauté scientifique internationale, des gouvernements, des agences onusiennes et de la société civile se sont réunis les 10 et 11 septembre dernier au siège de l'UNESCO à Paris. Dans un billet du 28 septembre 2018, le blog de la plateforme Océan et Climat, hébergé par le Monde.fr, reprend quelques-unes des conclusions de cette conférence de haut niveau. Elle y répète notamment l'importance de l'effort collectif, à savoir de l'inclusion de tous les acteurs, de la sensibilisation de tous les publics et de la convocation de toutes les sciences sur le sujet. Publié le 12 septembre par l'Institut international du développement durable, le bulletin de cette conférence fait surtout état des connaissances scientifiques sur les océans sans pour autant susciter l'intérêt des médias. Ce savoir théorique, 2 des sessions intitulées De la science à l'action se sont penchées sur son application et ont appelé à des investissements dans le capital naturel bleu et l'éducation océanique. Peter Hogan, président de la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, y a également souligné que des connaissances pratiques et pas seulement académiques seraient nécessaires pour que cette décennie soit une réussite. Mais si toute initiative semble vouloir prendre une éternité, le site Science et Avenir nous rappelle dans un article du 10 septembre qu'il n'a fallu que 5 années de recherche et développement au navire d'Océan Cleanup avant qu'il ne mette le cap sur le Pacifique le mois dernier. Muni d'une jupe de 3 mètres de profondeur attelée à un flotteur de 600 mètres de long, le bateau poubelle de l'ONG néerlandaise prévoit de récupérer le plastique qui stagne à la surface des océans, et plus précisément du Pacifique. Laurent Le Breton, l'océanographe en chef du projet, estime que la grande zone d'ordures vers laquelle le navire se dirige contient quelques 80 000 tonnes de déchets plastiques. Nettoyer les océans, c'est aussi la volonté d'Erna Solberg, première ministre norvégienne, qui s'est engagée samedi 29 septembre à une augmentation de 200 millions de dollars des investissements de son pays pour nettoyer les mers du monde, comme le rapportait Ouest France le 1er octobre. Une promesse généreuse que la journaliste nuance. Le pays a un intérêt direct dans la propreté des océans puisque 2 tiers de ses recettes d'exportation proviennent des activités océaniques et côtières. Mais au point où en est l'océan, l'important dans le blue washing reste le washing. Claire, vous avez suivi avec attention cette petite revue de presse. Une réaction à chaud sur ces sujets? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même des gens qui s'attaquent au problème, notamment du plastique. Alors, le plastique, mais on demanderait à notre collègue de Surfrider de me corriger si je dis des bêtises, parce que c'est quand même pas notre cœur de métier. Nous, on s'occupe plutôt de choses vivantes que de pollution. Mais il me semble quand même qu'aller chercher le plastique en mer sans avoir mis tout ce qui était possible à terre pour collecter le plastique avant qu'il n'entre dans l'écosystème, ça me semble un peu ressembler au tonneau des Danaïdes, vous voyez? C'est une bataille systémique en fait. Oui, en fait, à un moment donné, surtout qu'on sait qu'une fois que le plastique a pénétré dans les écosystèmes marins, il va assez vite se fragmenter en microparticules qui sont en fait absolument impossibles à collecter. Donc se représenter le 7e continent comme en fait un amas de débris, comme on le voit, je sais pas, devant une digue ou n'importe quoi, parce qu'en effet, il y a une barrière et donc ça va se concentrer. C'est malheureusement pas aussi simple que ça. Donc il me semble qu'il y a des approches qui sont
plus scientifique et d'ailleurs beaucoup moins financé, mais qui me semble beaucoup plus comme Plastic Odyssey, en fait, où ils vont collecter le plastique à la sortie des fleuves, puisque une énorme proportion du plastique rentre dans la mer, à partir évidemment de ces effluents. Et du coup, il me semble que c'est plus pragmatique, c'est-à-dire que notre question, c'est le temps et ce sont les moyens. Et quand on n'a pas de temps et qu'on n'a pas de moyens, ce qui est en fait le lot en gros des ONG, à part les très très grosses ONG américaines, mais en gros c'est le lot des ONG, il faut vraiment faire preuve d'un déploiement de stratégie aiguë. Et il ne me semble pas que cette approche de Boyan Slat soit la bonne. Vous vous intéressez, ce que j'ai lu, à 64% de la planète. Et vous n'êtes vraiment pas nombreux sur cette planète, enfin, sur notre planète, à vous intéresser à 64% de la planète. Et là, on parle, parce que les océans, c'est 70%, mais les océans profonds, c'est 64%. Comment vous expliquez que ça, c'est quasiment personne, ça intéresse personne? Alors, ça a changé. C'est vrai qu'avant, c'était le cas, mais là, vous avez cité Peggy Callas de High Seas Alliance. Et donc, on voit qu'il y a quand même une agrégation maintenant d'ONG qui se penche justement parce qu'il y avait ce traité sur la haute mer, en fait, qui est quand même un traité onusien qui va... Alors, ça va être une machine onusienne, donc ça va prendre très, très longtemps pour arriver à un résultat. Je ne peux pas préjuger du résultat. Ce que je sais, c'est que ça va être très, très long. Mais donc, en vue de ce traité, il y a quand même eu donc, cette alliance qui s'est créée d'ONG qui connaissent vraiment bien la situation des océans et qui vont essayer justement de faire pression sur et les États membres de l'ONU et l'ONU en tant qu'institution aussi, pour essayer de faire en sorte que le traité soit le plus contraignant et le plus ambitieux possible. Donc les choses ont changé par rapport à l'époque où en effet, en gros, il y avait Greenpeace, un ancien de Greenpeace qui s'appelle Matthew Gianni et moi, en fait, qui avions décidé de mettre fin au chalutage profond et on n'était pas très nombreux. Alors parlons-en, du coup, là on arrive vraiment au combat des combats, un de vos premiers combats des combats, un combat décisif, le chalutage en eau très profonde. Il faut peut-être resituer un petit peu de quoi on parle, le chalutage profond et la pêche électrique. Oui, alors ce sont deux sujets ouais, qui sont connexes. Sujets vraiment différents. Ouais. Mais la pêche électrique, c'est quoi? C'est des énormes bateaux, mais il n'y en a pas beaucoup dans le monde finalement. C'est des énormes paquebots, vous les appelez des machines de guerre. Ouais, c'est des machines de guerre. C'est des machines de guerre qui se baladent sur les océans et qui balancent de l'électricité. Peu importe les espèces qu'ils prennent, et ils rejettent 70% de leur production, quelque chose comme ça. Oui, mais en fait, c'est déjà à la base, c'est une méthode de pêche. Le chalutage, c'est quand même des grands filets qui sont traînés et qui ne sont pas sélectifs. Donc, on va attraper tout ce qui se trouve sur le fond, et en plus, on va impacter le fond. Donc, il y a en fait une empreinte mécanique. Donc, sur le corail, sur le. S'il y a des coraux, alors en mer du Nord, il n'y en a plus depuis belle lurette, hein, puisqu'on a quand même, on passe plusieurs fois par an au même endroit tellement la zone est chalutée. Donc déjà à la base on a arasé un peu tout ce qui était relief tridimensionnel. Donc ça pouvait être des lits de moules, d'huîtres qui peuvent faire en fait qui constituaient des paysages sous-marins. Il faut se le représenter. En fait, c'est des forêts sous-marines qui étaient constituées d'invertébrés qui avaient un squelette calcaire. Donc aujourd'hui, c'est devenu quand même globalement vraiment très très arasé d'une part. Mais comme la surpêche est telle en Europe, qu'on est arrivé à un stade où les navires, les chalutiers, donc non sélectifs, mais très très dépensiers en fait en gasoil, parce que la méthode de pêche est tellement lourde à mettre en œuvre qu'on consomme énormément de gasoil avant même d'avoir attrapé le premier poisson et rempli son filet. Et dans un contexte de déclin des ressources, de raréfaction des poissons, il devient de plus en plus difficile d'un point de vue économique de remplir un filet alors que la ressource n'est plus là, alors qu'on a dépensé autant de gasoil pour essayer de remplir son filet. Et donc l'opération de pêche n'a plus de sens, à moins qu'on soit capable, grâce à des artifices technologiques comme l'électrocution de la vie marine, de faire sortir les poissons de leur cachette de façon à avoir une empreinte, on va dire, radicale en termes d'efficacité, parce qu'on peut avoir une espèce de pêche miraculeuse où, alors qu'on passait la veille sans électricité, on galérait pour remplir le filet, puisqu'il n'y a plus assez de poissons, on revient avec l'électricité au même endroit, et on arrive à attraper tous ceux qui se cachent et tous ceux qui arrivaient à échapper au filet la veille. Quitte à ce qu'ils ne soient pas tous pour l'alimentation, et donc on les jette. En fait, d'abord, il y a énormément de poissons sous taille, vraiment minuscules, donc c'est même plus du gâchis, c'est une espèce de génocide marin. On est quand même dans un contexte absolument mais aberrant, c'est-à-dire que le truc est tellement insensé
qu'on ne peut même pas, on a du mal à croire que l'humanité soit capable de se clamer innovatrice quand elle nous montre ce genre d'innovation. Évidemment que c'est pas comme ça qu'il faut aller. Enfin, c'est pas ce genre d'innovation qu'il faut mettre en avant pour essayer de réparer nos absurdités et nos erreurs fatales, en fait. Mais c'est la tendance mondiale, pas au sens de l'électricité, même si je pense que c'est une vague de menaces qui nous arrive dessus. Parce que si l'Europe n'est pas capable d'interdire la pêche électrique de façon claire et nette, comme c'est aujourd'hui le mandat qui a été voté par le Parlement européen grâce à notre mobilisation et celle des pêcheurs artisans en janvier 2018, on va quand même avoir un cas de figure où, en effet, les industriels, et c'est déjà le cas, les industriels européens regardent cette manne qui revient dans leur filet, qui était de plus en plus vide. Et là, mais ils adorent ça. Et ils n'ont absolument pas l'intention de se priver de cette ressource-là, de cette facilité. Et évidemment, les industriels ailleurs se disent « mais je veux en faire de même ». D'un point de vue économique, c'est radicalement efficace. C'est-à-dire qu'on a un cas de figure où on a des chalutiers traditionnels, très impactants, très lourds, très énergivores. Ils perdent de l'argent. C'était le cas de cette flotte de chalutiers à perche aux Pays-Bas, parce que c'est un problème vraiment néerlandais, même s'il concerne l'ensemble de l'Europe. Problème néerlandais, leur flotte de chalutiers à perche perdait de l'argent. Et donc, ils ont fait pression sur leur gouvernement pour utiliser de l'électricité, le truc magique, hein, ça marche à tous les coups. Il n'y a pas une bête au monde qui est capable de résister à un impact, à une convulsion électrique. Donc, ils ont réussi à passer d'une situation de perte nette à une situation où ils gagnent entre 80 000 et 90 000 euros par an. Vous voyez, c'est imparable en termes d'efficacité. En termes d'efficacité court terme. Oui, voilà, alors à court terme, c'est magnifique. Et ils le savent. Mais ils nous l'ont dit d'ailleurs dans des entretiens off. Vous voyez, des trucs qui n'étaient pas filmés, etc. Ils nous ont dit, mais on veut être celui qui pêche le dernier poisson, pas l'autre. Et c'est ça le principe de la tragédie des communs. C'est-à-dire que le poisson est une ressource commune. Il n'appartient pas aux Néerlandais, pas plus qu'aux Français. En fait, il appartient à tout le monde, ou alors il n'appartient à personne. Il faut se décider. Mais en tout cas, certainement pas aux Néerlandais, et certainement pas aux industriels. Et donc, on se retrouve en fait dans ce truc, oui, cette tragédie des communs, c'est toujours une course en avant technologique pour aller accéder à une ressource publique accessible en premier. Et c'est une course effrénée, puisque même quand vous gagnez des combats, même quand vous arrivez à coup de pétition, à coup de mobilisation et à coup d'image aussi pour vraiment montrer cette tragédie, vous arrivez de temps en temps quand même pas au moins une fois à gagner. Mais derrière, récemment, c'est 2 députés européens, Yannick Jadot et Younous Omarjee, qui ont réussi, mais en luttant vraiment et en étant comme des lanceurs d'alerte. Ce sont des députés européens. Et ils sont comportés comme des lanceurs d'alerte pour montrer qu'il y avait des négos en cours qui revenaient sur tous vos efforts. C'est-à-dire qu'il faut toujours se battre. Mais en fait, c'est permanent. Et merci de les citer parce que, de fait, enfin, je suis ravie d'ailleurs que vous les associez à des lanceurs d'alerte parce qu'on a exactement ce cas de figure. C'est-à-dire que les institutions européennes sont tellement profondément antidémocratiques. C'est tellement prévu par les traités que l'impuissance citoyenne soit programmée. Que quand on a à l'intérieur du système des élus qui ont une rage de ce déni de démocratie et qui le dénoncent, ils se retrouvent sous le feu de leurs collègues, qui sont, eux, dans cette espèce de mollesse corrompue qui est en train justement de faire partir à volo ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire, 1, notre liberté démocratique, et 2, notre projet européen, dont on ne peut pas se passer. On ne peut pas faire sans l'Europe. On ne peut pas faire face à la Turquie, face aux États-Unis de Trump, face à la Russie de Poutine. On ne pourra pas faire sans l'Europe. On ne pourra pas mener nos combats écologiques sans l'Europe, etc. L'État français tout seul, ça marche pas. Alors, il ne faut pas non plus, attention, par contre, moi je dis toujours, il n'y a pas de, pour le coup, il n'y a aucune action qui soit inutile, hein, parce qu'on doit aussi faire la preuve qu'une transformation profonde de notre économie, de notre tissu social vers une société écologique est possible dans le cadre d'une économie qui continue à exister et qu'il ne s'agit pas de se serrer la ceinture, il ne s'agit pas de s'appauvrir. Les solutions existent, c'est simplement que quand on regarde le cadre de la répartition de la richesse sur une ferme de permaculture ou chez un pêcheur artisan, ce ne sont pas les mêmes qui gagnent par rapport au monde d'hier.
Donc oui, c'est une distribution de la richesse qui va se faire plus vers l'humain plutôt que vers la machine, et donc vers celui qui possède le capital pour aller exploiter la nature de façon à une échelle qui est aujourd'hui absolument pas compatible avec notre impératif absolu d'échéance écologique au sens large, climatique, biodiversité, etc., qui est tragique et qui est là. Donc on a des solutions, il faut les mettre en œuvre. Et ces lanceurs d'alerte députés, donc Younous Omarjee pour la France Insoumise et Yannick Jadot pour le ELV, donc les Verts, le groupe Les Verts au niveau européen, dénoncent la violence de leurs collègues. Donc des autres groupes politiques qui sont vraiment dans une cabale contre ceux qui osent dénoncer la corruption morale de certains élus. C'est fou, la violence qui est en train de se déchaîner contre eux. C'est dingue. Tout ça pourquoi ? Parce que par exemple, Yannick Jadot a montré qu'en effet, une fois, alors j'en profite pour faire une demi-seconde de pédagogie sur les institutions européennes, parce qu'il faut vraiment s'approprier aussi. C'est toujours important d'en parler. C'est vraiment important. On a donc 3 institutions qui doivent négocier entre elles depuis la réforme du traité de Lisbonne en 2009. On est dans un processus de codécision. Et donc, la Commission européenne reste l'entité qui est à l'initiative des lois, qui propose des lois, qui sont ensuite discutées et votées d'un côté par le Conseil avec les États membres et de l'autre côté par le Parlement avec les 760 et quelques députés qui représentent les 28 États, 28 nations européennes pour le moment. Et donc, une fois que le Parlement a sa position et que le Conseil a sa position, il rentre en discussion à huis clos. C'est absolument pas transparent. Tout se passe vraiment, comme l'a montré Younous Omarjee dans sa vidéo, derrière, vraiment, c'était même caractéristique, derrière des rideaux opaques. Il s'est fait virer par les... Il s'est fait virer, ce qui était absolument pas normal. Et donc, on rentre en négociation de trilogue. Donc, tout règlement, même un règlement aussi important que la politique commune de la pêche ou la PAC ou je sais pas quoi, passe par ce processus. La Commission propose, le Parlement se positionne, le Conseil se positionne et ensuite il négocie avec une délégation qui doit représenter le Parlement. Et donc le Parlement est représenté par un rapporteur d'un groupe politique et par un shadow rapporteur, c'est-à-dire un rapporteur fictif pour chaque groupe. Et Younous Omarjee était mandaté par un de ses collègues de son groupe politique, Gauche unitaire d'Europe, pour aller dans cette négociation. Mais comme il est français et que les individus à l'intérieur de la pièce savaient très bien qu'il était opposé à la pêche électrique, ils l'ont sorti de la négociation, ce qui n'est absolument pas normal. Et dans la même journée, Yannick Jadot, qui a eu accès aux documents de négociation, a vu que sur la table, ils avaient une proposition de compromis politique qui, en gros, disait la pêche électrique, ça continue, avec même une possibilité d'augmenter et de banaliser cette pratique de l'électrocution de la vie marine à partir du moment où la Commission européenne aurait des résultats de recherche, ce qui est complètement ahurissant. Il a produit ce document et là, on est en train d'accuser Yannick Jadot, donc, le président de la Commission pêche, Alain Cadec, un républicain, un Français. Dans cette Commission pêche, ils ont attaqué Yannick Jadot et Younous Omarjee en les traitant quasiment de crime de lèse-majesté contre la démocratie. Le truc est complètement dingue. Donc je pense qu'il faut juste savoir ce qui se passe parce qu'en effet, ce sont eux qui sont en train de détruire l'Europe. Parce qu'on a besoin de détruire l'Europe. Et on ne va pas se priver d'une critique de l'Europe. Ce prétexte que critiquer l'Europe, c'est faire le jeu du FN. C'est justement en laissant au FN ou à des courants un peu obscurantistes la critique de l'Europe qu'on est en train de mettre en péril, ce qu'on a de si précieux. Il faut critiquer l'Europe pour pouvoir la réformer. Oui, après on peut critiquer, comme vous le faites, avec de la pédagogie, en expliquant comment ça fonctionne. Bien sûr, mais vous savez, on n'a jamais 1h30 pour parler. Hein. Non, mais c'est genre 4 minutes, avec tout le monde qui fait des signes à la radio, comme ça, on finit par dire des bêtises, quoi. Bon, ceci étant, je vais faire comme à la télé. On a une petite respiration, ou plus, si je peux l'appeler comme ça. C'est Anne-Sophie Novelle qui vous connaît, qui vit à Bordeaux et qui a une petite question à vous poser. Claire Nouvian, je n'ai jamais eu la chance de la rencontrer, mais je suis son combat depuis de nombreuses années. Je suis assez admirative de ce qu'elle fait. Donc Claire, merci. J'ai juste une petite question. L'autre jour, j'ai lu ton article suite à la démission de Nicolas Hulot, que j'ai trouvé très fort. Mais j'ai vu qu'à la fin de tes articles, tu es journaliste.
Et moi, en tant que journaliste, je me suis dit, je la voyais pas comme journaliste, et elle se présente quand même comme journaliste, alors qu'on connaît plus sa casquette de directrice de Bloom, même si elle a fait plein de docus avant, etc. Donc, je voulais savoir un peu comment elle faisait pour cumuler en fait ces deux casquettes. Est-ce qu'on peut rester journaliste en faisant ça, ou est-ce que le journaliste de demain doit être engagé, ce qui me va aussi comme réponse, mais j'aimerais l'entendre à ce sujet. Merci. Oui, là on sent qu'il y a une vraie question, une vraie interrogation d'ailleurs de la part d'Anne-Sophie sur Oui, le journalisme éclairé, le journalisme engagé. Le journalisme... Oui, alors surtout, d'abord merci Anne-Sophie de poser cette question parce que je n'avais pas remarqué. Mais je pense que, moi j'ai donné mon papier à l'Obs et ils l'ont mis en ligne comme ça, mais je vais en effet leur demander de changer ça parce que je ne suis pas journaliste. C'est une profession d'être journaliste. Mais comme dans mes bios, il y a marqué journaliste, documentariste de je sais pas quoi, documentaire scientifique, etc. Je pense qu'il y a des gens qui reprennent en fait ces bios anciennes. J'étais, en effet, quand je faisais du journalisme télé, je faisais du journalisme télé. Mais ça fait bien longtemps que je ne suis plus journaliste. Donc elle a raison de soulever ce point qui est vraiment important et on va demander à l'Obs de changer ça. Après, elle ouvre la question sur le journalisme, sur la représentation de notre monde déjà vu par les médias, sans stigmatiser évidemment une profession. Mais on a l'impression que le monde du journalisme est très très vaste. Il y a à la fois le journaliste qui se fait arrêter à l'autre bout du monde parce qu'il montre des choses qu'il ne faut pas montrer pour les pouvoirs en place. Et puis, mais en même temps, il est au même niveau que le journaliste qui regarde une porte qui peut s'ouvrir parce qu'il peut y avoir un remaniement. Le journaliste, est-ce que selon vous, il doit être engagé? Est-ce qu'il doit accompagner ses combats? Est-ce qu'on est dans un journalisme maintenant qui prend parti? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors, je pense d'abord que l'impartialité n'existe pas. Point. Et que la question, c'est de savoir jusqu'où on assume publiquement notre point de vue. Parce que le rôle d'un journaliste qui cherche en tout cas à faire son métier avec toute l'éthique et toute la responsabilité publique que ça implique, est quand même dans une démarche de recherche, vérification des sources, essayer de comprendre une problématique, la rendre claire, et essayer de l'éclairer d'un point de vue qu'il va creuser. Donc c'est une démarche profondément en fait scientifique, mais de là à dire par principe il faut faire une version et son pendant, comme on l'a vu, par exemple, à l'époque où Claude Allègre prenait heureusement, il ne le fait plus, mais pendant une période, vous vous souvenez quand même, où on avait un climat de climato-scepticisme en France, parce que Claude Allègre prenait la parole régulièrement pour nous expliquer que les origines anthropogéniques du climat, c'était pas si certain, etc. Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation nationale, voilà. Au-delà d'être chercheur. Et qui a utilisé son statut, son accès aux médias, son pouvoir d'influence pour semer le doute et donc retarder l'action publique. Ce qui était en fait criminel. Quand on voit maintenant le rapport du GIEC, on se dit mais c'était criminel de faire ça. On n'a pas le droit de prendre son pouvoir d'influence pour s'en servir de cette façon-là. Et à l'époque, ça me désolait. Je me souviens je crois que c'est Jean-Marc Jancovici qui avait écrit une lettre ouverte aux médias. Il faudrait vérifier. Il a beaucoup écrit, Jean-Marc Jancovici. Ouais, en leur disant attention, vous êtes irresponsables. Ouais. Si vous faites le oui et le non, et que donc oui, le climat est dû à l'action de l'homme, et non, il ne l'est pas, et vous mettez à chaque fois Claude Allègre et Vincent Courtillot à l'époque en regard, si vous mettez deux énergumènes dont les motivations sont très obscures, en regard de 4000 chercheurs réunis au sein d'une plateforme internationale de production scientifique, ce n'est pas juste. C'est que votre ignorance scientifique ne peut pas se résumer à essayer de faire monter en sauce une espèce de débat complètement artificiel. Et je me souviens, cette lettre m'avait beaucoup marqué parce que je me suis dit, mais c'est vrai, c'est fou la responsabilité des médias, parce qu'on a quand même perdu trop de temps avec cette histoire de climato-scepticisme. Alors c'est vrai qu'on l'a oublié maintenant, parce que là, l'heure du climato-scepticisme est complètement dépassée, heureusement, mais on a perdu des années précieuses de prise de conscience de la communauté internationale. Donc je pense qu'au fond, oui, il y a une forme d'engagement, c'est-à-dire qu'un journaliste qui fait très bien son métier produit une démonstration éclair et puissante et corroborée, et du coup peut influencer évidemment l'opinion publique de façon très forte. Après, le fait est, le constat est que c'est pas la une tous les jours non plus. C'est-à-dire qu'on parle relativement peu des combats, changé, je trouve. Même si ça évolue. Enfin, vous vous souvenez, moi, je me souviens très bien d'il y a 13 ans, quand on avait commencé tout notre combat, mais on se désolait
on luttait pour essayer d'établir justement une culture de ce qui était océan, ressources marines, pêche. Et puis alors en plus, bon, ça reste, par contre, les décisions européennes restent compliquées. Hein, ça reste, les décisions en elles-mêmes, le processus législatif est compliqué, il est extrêmement long, et les journalistes ont besoin d'un hook, quoi, comme ils disent. Quelle est mon amorce, quoi, quelle est mon accroche. Là, par exemple, ton trilogue, ça se termine quand? Je ne peux pas te dire, mais ça se termine jamais. C'est possible. C'est-à-dire que en première lecture, il n'y a pas une limitation dans le temps d'un trilogue? Non. Non, c'est pas limité dans le temps. Ah ben d'accord, donc ça peut se terminer. Oui, donc voilà, c'est pas bon quoi. On dit ça à un journaliste, il abandonne tout de suite. Bon, attends, tu m'appelleras le jour où il y aura une décision, mais moi je ne peux pas savoir. C'est-à-dire que le trilogue de la semaine dernière aurait pu aboutir à un accord horrible, innommable, antidémocratique sur la pêche électrique. On était incapable de le savoir. Tout ça se fait par le régime de la rumeur. On est dans le régime de la rumeur. On essaie de glaner des informations en appelant des assistants, des députés qui veulent bien nous parler. Parfois, certains nous amènent dans une voie de garage. Donc, vous voyez, c'est quand même, on est dans un contexte qui est quand même très particulier. Mais je trouve que les choses ont changé. La prise de conscience, enfin, on voit. On a changé, la prise de conscience est là. D'ailleurs, avec la prise de conscience, l'angoisse. Enfin, je sens une angoisse. Moi, je suis entourée de gens angoissés. Moi, je suis angoissée, au dernier degré et tout, mais peut-être que je génère ça aussi chez mes proches parce que je crois que je les enterre sous des statistiques absolument déprimantes, etc. Mais je sens qu'il y a une angoisse en fait très large de se dire mais on le sait maintenant, c'est quantifié, on va dans le mur, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une tétanie générale. Oui, en fait, tétanie, je sais pas, je dirais vraiment pas ça en fait. J'ai l'impression plutôt que au contraire, en fait, dans cette angoisse vient le besoin d'action et le besoin de mobilisation, qui n'était pas forcément... Vous savez, la démocratie sociale s'est effondrée en Europe, a laissé libre cours, d'abord a été dans la trahison du peuple, a donné libre cours au libéralisme économique, avec un capitalisme qui est quand même honteux, qui était irresponsable, qui est dans l'évasion fiscale, etc. Et on voit bien que cette trahison de la gauche nous a laissé pantois, en fait, au sens large, au sens des peuples, et qu'on commence à voir des initiatives. Il y a des tas de mouvements, des tas de gens qui vont dire on ne va pas se laisser avoir, enfin, on ne va pas laisser tout ce champ libre à la vision la plus cynique de l'homme qui existe. Je crois que c'est Keynes qui disait, le capitalisme, c'est la croyance stupéfiante que les pires hommes vont faire les pires choses pour le bien du plus grand nombre. Ça résume bien. C'est ça. Ouais. Mais c'est fou. Et il l'avait dit il y a si longtemps déjà. Ouais. Et on est exactement dans ce truc-là de prise de conscience qu'en fait, le capitalisme doit se responsabiliser, se moraliser, et j'ose le terme de se moraliser, de prendre une responsabilité écologique, sociale, pour lutter évidemment contre la tragédie annoncée, en cours, d'un point de vue écologie au sens large, mais aussi humaine. Parce que ce sont des réfugiés, parce qu'on voit bien qu'on est obligé de se déshumaniser et que c'est ça la tendance. C'est qu'au lieu de répondre par la coopération et un surcroît, on va dire, une espèce de surcroissance d'empathie dans nos sociétés, on est en train de polariser les humains entre deux espèces de pôles qui ne sont plus du tout capables de se comprendre et même de se tolérer, entre ceux qui disent « ah bah », qui font la chasse, comme l'Aube dorée en Grèce, qui font la chasse aux migrants. Les types font la chasse aux migrants, c'est des fous. Vous voyez, on a ça, on a des types qui arrêtent les migrants, qui s'organisent en commando, etc., pour faire de la chasse. On a des types qui ont traversé l'enfer, qui ont tout perdu, qui ont été torturés, etc., qui ont perdu leurs proches. Mais c'est fou d'en arriver là. Et on se dit, ah, donc c'est bis repetita de l'histoire, avec en plus de ça, les moyens de la surveillance de masse, et donc les moyens de tuer dans l'œuf toute forme de dissidence qui commencerait à vraiment remettre en cause les réseaux de pouvoir actuels. Et on voit bien, regardez ce qui s'est passé avec la Grèce. La Grèce a été quand même un truc de fou, cette histoire. D'abord, il y a un livre à lire. Il y a un livre à lire absolument. Alors, vous arrêtez pas à la taille parce qu'il est épais, parce qu'il se lit comme un polar. Mais il faut lire Conversation entre adultes de Varoufakis. Donc, le ministre des Finances grec de Tsipras, quand Tsipras a gagné les élections en Grèce, quand Syriza a gagné, il n'a duré que 160 jours et quelques, parce qu'il avait une stratégie très claire, qui était une stratégie de renégociation de la dette avec la Troïka, qui a imposé à la Grèce une austérité inhumaine, inacceptable, et même pas rationnelle. Avec des garanties sur leurs ressources à eux, sur leur pays. Et ils n'ont fait que sauver les banques françaises et allemandes. Et donc, Yanis Varoufakis vous fait rentrer dans la cuisine de l'Europe comme
si j'avais le temps, c'est une autre expérience de l'Europe que j'ai en termes de quels sont mes interlocuteurs. Je n'allais pas à l'Eurogroupe des ministres des Finances. C'est pas du tout mon territoire, mon périmètre. Mais cette expérience de la violence de l'Europe et de la puissance, en effet, des finances sur l'ensemble de notre trajectoire collective, c'est raconté avec brio et avec une précision scientifique, puisque évidemment Yanis Varoufakis est professeur d'économie, donc il a vraiment cette espèce de démarche d'un savoir qui se construit et qui se référence. Donc il est d'une précision totale. Et alors tous ceux qu'on connaît, les Moscovici, les Lagarde, les Schäuble, les Merkel, etc., rentrent en scène comme des personnages qui sont réels et qui ont mis à genoux pour un paquet de temps les Grecs. Et donc il faut lire ce livre pour comprendre le péril qui pèse sur nos démocraties et sur la violence qui attend ceux qui aimeraient ou qui oseraient défier les pouvoirs en place, les structures de pouvoir en place. Donc quand on dit que surveillance de masse égale tuer dans l'œuf la possibilité de dissidence des individus, quels qu'ils soient, des citoyens quels qu'ils soient, c'est pas une image, quoi. Enfin, je peux continuer sur le sujet. Oui, non, mais non, parce que malheureusement, on a beau prendre le temps. Mais ceci dit, on aborde quelques coups de cœur à la fin, donc ça y est, message en régie, j'ai trouvé le coup de cœur de Claire, bien sûr. C'est Varoufakis. On se retrouve tout de suite après pour continuer notre discussion. Il y a beaucoup de mots-clés encore derrière, mais après la chronique de la tortue. Bonsoir Claire Nouvian et l'équipe du Rendez-vous des Futurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi j'aime bien savoir ce que je mets dans mon assiette et les lecteurs de la Révolution des Tortues aussi. Forcément, je me suis intéressée aux poissons. On nous recommande en général de consommer 2-3 portions de poisson par semaine, déjà pour changer de la viande et ensuite parce qu'ils sont riches en oméga 3, un truc dont personne ne sait ce que c'est, mais tout le monde a compris que c'était important. Le souci, c'est que le poisson, comme les autres produits de la mer, accumule des substances polluantes comme le mercure, les dioxines, les PCB. Et même si la France a interdit les PCB en 1987, comme ce sont des polluants organiques persistants, ils sont toujours présents dans l'environnement. C'est pour ça qu'on recommande en général de manger plutôt des petits poissons comme des anchois, des sardines, des maquereaux, plutôt que de gros poissons comme par exemple l'espadon ou le requin, afin d'éviter d'ingérer ces polluants en trop grande quantité. Donc la question du manger sain, je pensais l'avoir à peu près réglée, seulement il y a aussi la question éthique, et c'est là que je suis allée regarder d'un peu plus près ce que faisait Bloom, votre association, et que je suis tombée sur la page « Les labels trompeurs ». Je vais pas vous dire que je suis tombée des nues, ça fait des années que je blogue sur le bio, les certifications bio, et je sais très bien comment ça marche ces choses-là. Mais quand même, je trouve un peu désespérant que les labels existants en matière de pêche responsable ne soient pas des garants suffisants. Alors d'un côté, on a justement le label pêche responsable dont le cahier des charges est privé et dont on ne sait rien finalement. Ensuite, on a le label MSC qui est trop permissif et qui autorise des pratiques controversées comme le chalutage de fond ou la surpêche de certaines espèces de poissons. Et enfin, on a l'écolabel public pêche durable qui finalement autorise lui aussi des pratiques problématiques comme la pêche électrique. Donc au final, on ne sait absolument pas à quoi se fier. Et moi, je vous pose la question en toute naïveté, Claire Nouvian, peut-on et faut-il encore manger du poisson ? Ça, fatalement, c'est forcément une question qui vous est souvent posée. Oui, celle-là, on la connaît bien. D'ailleurs, on a une page sur le site de Bloom sur la consommation de poissons. On a fait un petit guide parce qu'on s'est dit, il existe, vous savez, des petits guides qu'on peut glisser dans son portefeuille pour questionner son poissonnier, lui demander est-ce que le thon là, il vient de telle zone pêché à telle... Bon, bref, le truc impossible. Et on s'est dit, est-ce qu'on passe par l'approche espèce, sachant qu'il y a 150 stocks au moins qu'il faudrait connaître, etc. Ou est-ce qu'on passe plutôt par une approche par engin de pêche et par proximité. Et en fait, on trouve que c'est plus simple que les gens qui ne vont pas devenir, enfin, il faudrait devenir expert des PCB, en effet, des polluants persistants, de je sais pas quoi, et du fipronil, et du glyphosate, et de ci et de ça. Enfin bref, ça devient un peu un casse-tête de manger. Donc on se dit, si on arrive à simplement se faire une culture sur les engins de pêche, on comprend qu'il y a des engins qui sont vraiment très impactants
et il faut s'en méfier, il faut s'en tenir éloigné, et des engins de pêche qui participent plutôt à une économie humaine et un impact bien moindre sur l'océan. Et donc on a mis en ligne ce guide pour montrer qu'en fait, quand on mange par exemple du poisson de ligne, du poisson qui a été attrapé, parfois des crustacés, ou des poissons avec du casier, ou des filets qui ont été mis en œuvre par des pêcheries artisanales, donc des petits bateaux de moins de 12 mètres. Par exemple, vous allez voir la plateforme de la petite pêche artisanale. Ce sont des bateaux de moins de 12 mètres. Ils ont quand même globalement ils ont, eux, des pratiques absolument vertueuses. Et donc, ça nourrit des hommes, ça participe à une économie territoriale et littorale vraiment bénéfique. Donc voilà, je pense que c'est plus simple de se souvenir, des engins, et qu'en effet, les labels tels qu'ils existent aujourd'hui ne sont pas seulement pas fiables, mais ils sont aussi parfois carrément trompeurs. Donc là, elle a parlé du label pêche responsable, c'est tout sauf responsable. D'ailleurs, on ne peut pas savoir, parce que le cahier des charges est privé, c'est complètement privé, la mise en œuvre est privée, enfin, c'est n'importe quoi. Ensuite, on a le label MSC, en effet, qui est un label qui peut vous garantir que la pêche est gérée, qu'elle n'est pas bien gérée. Ah, mais elle est gérée. Elle n'est pas bien gérée, pas toujours, mais elle est gérée. C'est-à-dire qu'on sait qui attrape quoi. Ça ne veut pas dire qu'on attrape ce qu'il faudrait, ni qu'on l'attrape de la façon dont il le faudrait. Mais en tout cas, on sait qui attrape quoi. Il y a des pêches où on ne sait même pas. Donc voilà, ce qu'il vous dit, c'est cette pêche est gérée. Mais donc, on leur dit, vous n'avez pas le droit de dire pêche durable. Parce que ça vous engage publiquement avec des consommateurs. Ma grand-mère, votre femme, on va dans un supermarché, on se dit, tiens, je vais acheter du poisson dur, il y a marqué pêche durable. Donc, j'enlève ces espèces de capsules de culpabilité qui nous plombent bien souvent. Eh bien, avec le label MSC, on ne peut pas manger du poisson sans culpabilité. En fait, on peut même participer à des trucs complètement dingues. Un exemple. Ils ont récemment évalué la pêche électrique et ils ont de très très peu raté la certification MSC pour les pêches électriques néerlandaises en disant vous êtes sur la bonne voie, il suffit de petit peu améliorer ces petites choses à la marge pour que en gros ça passe. Ce qui est ahurissant. Voyez, donc on a un vrai problème avec des pêches qui sont très impactantes, qui génèrent aussi la capture, pour le coup, de tortues marines, de requins, beaucoup de requins sur les pêches tonnières, etc. Donc c'est absolument inacceptable. En travaillant cette émission, je me suis aperçu, j'étais extrêmement surpris, il y a, en début de semaine, vous avez donné une interview sur France Inter, et j'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme si vous aviez dit des mots extrêmement forts, extrêmement violents, les uns à côté des autres, parce que ça a déclenché une sorte de polémique. Vous avez utilisé le mot croissance verte. Oui, alors j'ai pas vu la polémique, mais on m'en a parlé. Ça plaît pas, donc j'imagine, à pas mal d'écologistes. Et après, en creusant, évidemment, on s'aperçoit que finalement tout devient polémique. Vous êtes obligé de travailler avec le monde de l'économie, avec des industriels, avec le politique. Donc finalement, vous pouvez aller jusqu'où ? Est-ce que vous êtes en lien avec toutes les sphères écologistes, Alors, non, mais je pense que c'était... D'abord, on est vraiment pressé par le temps. Je pense que si j'avais eu plus de temps, je n'aurais pas choisi ce mot-là, parce que je vois bien qu'il est controversé, et sans doute pour la même raison que nous, on n'aime pas le mot croissance bleue, parce qu'on voit bien que même si... Parce qu'en fait, déjà, il y a le concept de croissance. Oui. Voilà, déjà tout simplement. Et donc, le mot était malheureux. Moi, on reçoit des signaux, il faut tenir un timing, c'est la radio. Et j'ai dit ça pour essayer de montrer qu'on pouvait aller vers une transition écologique et rester dans une économie qui génère du profit. Créer des emplois, oui, en fait, à travers créer des emplois, etc. Ouais. Quand on prend le scénario négawatt sur les renouvelables, une autre façon de produire de l'énergie, d'isoler les bâtiments, etc., on voit bien qu'on peut aussi structurer des filières industrielles entières, ce qui évidemment générerait de l'emploi, etc. Donc c'est le mot croissance qui est déjà controversé et tout à fait à raison. Donc mea culpa pour le truc de croissance verte. Et je pense que le concept de croissance verte en plus a dû être approprié par des industriels qui du coup veulent aller faire de la croissance à tout prix, même au prix de la destruction de l'environnement. Et quand on prend l'exemple de l'extraction des minerais en profondeur, donc on voit bien que pour produire tous nos portables et nos tablettes et les technologies soi-disant vertes, on est obligé de passer, Dixit, en effet, un industriel de l'extraction, on doit passer par une extraction de minerais, par exemple le cobalt, le nickel, le coltan, l'or, l'argent, etc. Et comme les ressources sont très limitées sur Terre et qu'elles sont très concentrées d'un point de vue géopolitique à quelques pays d'Afrique et à la Chine, notamment les terres rares, ça génère en fait une espèce de course
vers cette nouvelle exploitation de la très grande profondeur marine. C'est-à-dire que là, on peut aller jusqu'à 4000, 5000, 6000 mètres de profondeur. Qu'on connaît très mal. Ouais, qu'on connaît mal. Et par contre, on sait évidemment que les impacts environnementaux qui seraient générés par cette industrie extractive seraient épouvantables. Et donc, ce qui est sûr, c'est que je pense que le terme de croissance bleue ou de croissance verte est en fait, sont des termes qu'il faut éviter finalement à tout prix. Donc, je mets à culpa pour ce truc. Après, c'est vrai que quand on est dans l'espace public, waouh, enfin, le public est quand même sans pitié, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'erreur reste humaine. Même, on peut dire un truc qui est malheureux, et puis sans que ça génère non plus une espèce de bulle qui s'enflamme, mais il se passe ça. Voilà, c'est ça le 21e siècle. Moi, je dis, mais prenez le temps de lire des livres plutôt que de polémiquer si longtemps, mais bon. Dans une interview effectivement assez courte, où pourtant vous arrivez quand même à balancer, à parler en parlant de Macron, champion de la Terre, en disant mais quelle farce, quelle monstrueuse farce. Bref, vous arrivez quand même à dénoncer des choses. Oui, c'est ça. Et c'est-à-dire que si les formats étaient justement un tout petit peu plus longs, on aurait pu. D'abord, je pense que voilà, j'aurais évité ce terme. Mais j'en ferai d'autres des bêtises. Je dirais d'autres conneries même. Je veux dire, c'est oui, non, je suis pas omnisciente et je n'ai pas toujours la meilleure formule, la plus adaptée, etc. En sachant que mon Dieu, il fallait surtout pas dire ça. Et donc c'est voilà, ça arrivera de nouveau. Et donc ce que je pense qu'il faudrait que maintenant aussi on intègre, c'est que on donne un tout petit peu de crédit aux gens qui prennent la parole dans l'espace public pour dire en fait ce qu'on peut juger. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on me juge sur mes idées, par exemple, et qu'on débatte de mes idées, etc. Mais il y a quand même une cohérence globale dans la prise de parole et on peut aussi donner un gramme de crédit à quelqu'un, même quand il dit un truc complètement débile, quoi. Ça peut arriver, ça arrivera. Je le préviens, tout le monde, je dirai d'autres bêtises. C'est un mea culpa d'avance s'il faut. Voilà, mea culpa sur tout le reste. Le politique, vous le coltinez quand même assez sévèrement, vous travaillez régulièrement avec eux. La politique, on a l'impression que c'est avant tout l'art du compromis. Comment vous faites pour ne pas baisser les bras? Parce que c'est en permanence des pas de recul, des pas d'avant. Ouais, c'est surtout des râteaux. Hein. Enfin, on se prend surtout des râteaux. Et puis de temps en temps, une victoire nette. Hein. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas des victoires nettes. On a évité le truc le pire qui pouvait se passer. Mais c'est dur à vendre. Vous savez, grâce à nous, le texte de compromis de l'alinéa 14.2 sur l'annexe 5 du règlement 734/2002, grâce à nous, c'est pas passé. Ouais, bravo Blum, super, ça fait rêver. Non, ça fait pas rêver. Sauf que vous êtes face à un système qui, on parle de lobby là, et c'est des lobbies, ce sont des armées de juristes qui eux jouent tout le temps avec ça. Et alors les lobbies, alors que vous devez parler au grand public. Eux, les lobbies, on les voit pas. Alors les lobbies, d'abord, on les voit pas. Puis alors vraiment, il faut bien intégrer qu'il y a au moins deux formes de lobbies. Il y a des lobbies constitués, c'est-à-dire des représentants d'intérêts sectoriels, privés. Qui se constituent en force d'influence politique. Et puis, il y a les lobbies de l'intérieur. Et c'est là le plus gros problème. Parce qu'en fait, les représentants d'intérêt, parce qu'ils sont très riches, ils ont un pouvoir d'influence et puis même de corruption morale, même de corruption financière très nette auprès des élus. Ils peuvent leur donner des contrats, ils peuvent les inviter dans des endroits merveilleux. Le lobby de la finance, par exemple, invite tout le staff, tout le personnel de la Commission européenne, des États membres, du Parlement et de tous les autres organes de décision dans des hôtels de rêve à la montagne. Alors c'est pour parler finances, ne vous inquiétez pas, mais vous pouvez quand même venir avec votre femme et vos enfants. C'est quand même tentant. En gros, les vacances de ski sont payées dans un hôtel 5 étoiles canon, avec des grands vins, et voilà. Et on parlera peut-être 2 heures de finances en fait, mais voilà. Ce sont des réseaux qui en fait permettent de corrompre très profondément le personnel politique au sens large. Qu'ils soient élus ou pas élus. Et donc, c'est lobby de l'intérieur, c'est-à-dire les élus qui acceptent de rentrer dans cette compromission morale sont les lobbies les plus durs à abattre, j'ai envie de dire, parce que les lobbies, je veux dire, le lobby de la FNSEA, le lobby de Monsanto, le Syngenta, Bayer, Philip Morris, on peut les identifier. On peut essayer d'inventer. Il y a tout à faire en termes de traçabilité, d'empreintes normatives, des rencontres entre élus et lobbies, etc. Mais en réalité, le problème qu'on a, c'est que le personnel politique a un mandat très clair de représentation de l'intérêt général, avec un code de déontologie qui est encore plus clair.
qui dit que voilà, on doit vraiment, on est là pour assurer une mission d'intérêt général, qu'on n'a pas le droit de représenter les intérêts sectoriels, qu'on n'a pas le droit de représenter, pour le Parlement européen par exemple, l'intérêt national, qu'on est là dans une visée européenne. Enfin, ces choses-là sont explicites, elles sont écrites. Quand on lit le code de déontologie, en général, il est très court. Et c'est une espèce de moment d'émotion. On se dit, waouh, si c'était ça, la politique serait formidable. Donc le vrai problème, c'est le manquement à la probité. Et la question qu'on a, c'est une question, j'ai pas de réponse, hein, mais d'ailleurs je pense qu'on doit tous y répondre de façon collective. On voit bien qu'on a un effondrement déontologique dans la pratique de la politique et même des affaires privées. Vous voyez bien ce qui se passe à l'intérieur des firmes, cette pression qui est mise, les écarts de salaire qui n'ont jamais atteint les proportions qu'on voit aujourd'hui, l'opacité qui est organisée. On voit bien que la loi sur les entreprises, la PACTE, a été adoptée par la majorité à l'Assemblée nationale, et que la chance d'avoir une publication des écarts de salaire, donc une transparence totale, et donc d'améliorer la gouvernance des entreprises, on est passé à côté. On voit bien que juste avant, on a adopté la loi contre la fraude fiscale, et que l'opportunité de pouvoir mettre sur la liste des paradis fiscaux les paradis fiscaux européens, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Irlande, rien, silence radio, vous voyez. Et que même à la tête de la Commission européenne, on a Juncker, qui est quand même l'ancien Premier ministre du Luxembourg, et qui est donc pieds et poings liés à ce milieu totalement opaque de la finance luxembourgeoise, qui a organisé la fuite des bénéfices vers des paradis fiscaux européens par les rescrits fiscaux, ce que Antoine Deltour a révélé avec son scandale LuxLeaks. Donc on a un problème fondamental de se demander, et c'est une question qu'on doit vraiment se poser, comment est-il possible qu'on soit arrivé à un tel niveau de corruption morale du personnel politique ? En rappelant, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on va dire tout le monde va me tomber dessus. Donc je rappelle, et vous l'avez dit vous-même, qu'on a aussi des députés qui servent de lanceurs d'alerte à l'intérieur du système. Donc tout n'est pas à jeter. Ouais. Simplement les majorités, donc les majorités politiques sont quand même parties vers la force, vers un truc très obscur, très très noir. Et alors là, je vous encourage à lire un deuxième livre qui est génial. Chouette. Ouais, qui s'appelle Le prix de la démocratie de Julia Cagé, qu'elle vient de publier. Et Julia Cagé, donc, qui est une économiste qui s'intéresse au financement de la vie politique, a calculé en fait comment était financée la vie politique des grandes démocraties. Et elle a montré qu'en fait, c'était financièrement imparable. Il y a une capture du politique par les classes aisées qui, à toute proportion gardée, vont beaucoup plus financer un candidat de droite qu'un candidat de gauche. Et que du coup, de fait, on se retrouve avec des candidats de droite qui sont tellement financés qu'en fait, c'est maintenant devenu... Alors quand je dis gauche, c'est pas les socialistes, parce que bon, je ne mets pas les socialistes dans la gauche. Et d'ailleurs, plus personne. Et c'est quand même... Les socialistes actuels. Oui, les socialistes d'hier et d'il n'y a pas si longtemps, et qui nous ont trahis en étant aussi libéraux finalement que leurs camarades de droite. Mais c'est justement cette histoire de l'effondrement de la social-démocratie. Et c'est vrai à travers nos démocraties européennes. Et donc on voit bien qu'il y a une urgence à... En fait, la mère de toutes les batailles, c'est de transformer et de conditionner maintenant de façon très très claire, réglementée très très claire, le financement de la vie politique pour que les candidats partent avec des chances égales. C'est-à-dire que si on accepte la privatisation du financement de la vie politique, on ne va pas s'en sortir. Ça y est, c'est foutu. On n'arrivera plus jamais à remonter en fait, on va dire la pente, sauf que en plus, ça va casser. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on accepte cette privatisation en fait, du politique pour la représentation des intérêts d'une classe très minime, on finit par générer une telle colère sociale qu'elle est récupérée par des partis populistes qui, eux, amènent à la fracture. Et en effet, le système politique peut du coup s'arrêter net. Et on se retrouve avec un Salvini comme en Italie, ou en effet comme en Hongrie, comme en Pologne, etc., avec des mouvements qui sont liberticides, qui sont xénophobes. Vous voyez ce qui s'est passé en Bulgarie il y a encore quelques jours. Une journaliste a été sauvagement abattue. Alors on va dire, oui, l'enquête est en cours, mais on sait pas. Mais il n'empêche que ça fait quand même 3 journalistes entre la Slovaquie, la Bulgarie et Malte, où on voit quand même, on est en Europe et on a
a 3 journalistes qui enquêtent sur des affaires de corruption qui mettent en cause des hommes publics et qui se retrouvent assassinés. C'est quand même, je veux dire, il y a urgence à comprendre qu'on ne peut pas laisser se produire ça à l'intérieur de notre sphère européenne. Donc il faut vraiment reprendre le contrôle de la politique, et Julia Cagé nous donne des solutions très concrètes. Donc il faut vraiment lire son livre. Le prix de la démocratie, Julia Cagé, c'est bien parce qu'on se fait une petite bibliographie petit à petit. On se retrouve juste après la minute bouclée. Alors il est presque l'heure de dîner, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Un petit plateau de fruits de mer, des anchois à l'huile d'olive ou un petit filet en papillote? Mais attention au plastique qui vous restera entre les dents. Oh. Et oui, depuis trop longtemps, nos océans, et donc les animaux marins, ingurgitent le plastique qu'on y déverse. Que ce soit des bouteilles en plastique, des sacs à usage unique ou tout autre emballage plastique, l'océan est devenu un vrai dépotoir, mais nous, on essaye de le nettoyer à la petite cuillère. C'est mon avis. Vous ne me croyez pas? Près de 9 millions de pailles en plastique sont utilisées chaque jour en France, notamment dans la restauration rapide. Alors en mai dernier, Brisbane a dit bye bye à cette tige inutile qu'on utilise en moyenne 20 minutes, mais qui met 200 ans à se décomposer. Puis Seattle et enfin Paris depuis ce mois de septembre ont pris le pas sur cette bonne idée. Alors depuis le 1er janvier, la France a également acté l'interdiction de la mise sur le marché des cosmétiques contenant des microbilles de plastique. Vous savez, c'est ces microbilles qu'on retrouve dans les gommages, les exfoliants, mais par contre il faudra attendre le 1er janvier 2020 pour voir disparaître les cotons-tiges à usage domestique dont la tige est en plastique. Ok, stop, on parle de paille. On parle de microbilles. Le premier nettoyant avec des microbilles bleues glacées. Et on parle de coton-tige. Les cotons-tiges Q-tips sont très doux pour leurs petites oreilles. Et pour les vôtres? C'est tout? Quelles avancées? Ok, il y a du progrès, mais c'est quand même la politique des petits pas. Et souvent, restent des situations parfois illogiques. Par exemple, moi, petite consommatrice, je me rends dans mon supermarché, je fais l'effort de choisir des produits locaux et bio, mais qui sont emballés dans du plastique. Ou encore quand je vais chez Starbucks, ils suppriment ces pailles, certes, bravo, mais continue de servir ses cafés dans des gobelets en plastique. Cet élu qui devient ministre de l'écologie, mais n'hésite pas à faire 200 mètres avec sa voiture entre son ministère et l'Élysée. Et aussi les sacs plastiques qui sont interdits en France, mais pas dans d'autres pays. C'est un déplacement de problème en fait. Bref, le plastique, ça déborde, ça se noie, ça noie. On se noie et ça tue. Interdire ou prévoir d'interdire à plus ou moins long terme, c'est bien. Mais ça ne va pas assez vite. Pardon, mais en tant que consommatrice lambda qui essaye de faire sa part chaque jour, eh bien je reste quand même alertée par des réalités environnementales qui sont partagées chaque jour dans les médias. Et je me dis que se battre contre une paille ou un coton-tige, ça me paraît encore très peu en 2018. Alors il me tarde le moment où on se battra contre des gobelets et les touillettes du petit café, ou les couverts et les assiettes jetables aussi. Les sacs en plastique qui subsistent encore dans certains magasins, notamment des magasins de vêtements par exemple, et pas uniquement en France, mais sur une échelle plus globale, européenne, voire mondiale. Et que tout le monde puisse s'accorder autour de l'effort à faire dessus, sans faire disparaître la moitié d'un problème et s'auto-applaudir des avancées écologiques. On ne peut pas être consommateur, ou en tout cas essayer de l'être, faire l'effort de l'être, quand industriels, lobbies et politiques nous mettent des bâtons dans les roues et ralentissent le process. Qu'en pensez-vous, Claire Nouvian? À très bientôt et à tout de suite sur mes réseaux. Bye, salut. Merci beaucoup Laura. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais là j'aimerais bien qu'on en reparle pendant quelques minutes parce qu'on va avoir Agathe de Surfrider qui va arriver avec Charlie. La politique des petits pas, c'est vrai que oui, on fait tous attention, enfin de plus en plus attention à l'eau quand on se brosse les dents, on fait attention, on supprime les pailles, bon. Mais le problème, il est hautement plus... Enfin, en gros, on n'est que dans le symbole. Oui, on est dans le symbole et enfin, je ne sais même pas si on est dans le symbole. Il marche pour qui le symbole? Parce qu'il y a des gens qui sont enfumés par ça, vous pensez ou... Je pense que les gens pensent réellement que oui, en faisant un tout petit peu attention à leur eau, mais ils peuvent continuer peut-être de prendre l'avion pour aller en vacances. Je ne sais pas. Non, moi, il me semble que pour le coup... D'ailleurs, je sais profondément gré à Nicolas Hulot d'avoir quitté le gouvernement, enfin, parce que ça a permis cette grande clarification qui était nécessaire.
Ceux qui sont dans la politique du matin au soir comme nous, on connaissait Emmanuel Macron parce qu'il était quand même ministre de l'économie avant. Donc il avait déjà eu des positions publiques très claires en faveur de la Montagne d'Or, en faveur de Europa City, il avait signé le décret d'exploitation des sables en baie de Lannion alors que c'est à côté d'une zone Natura 2000. Donc voilà, en fait, il s'était opposé à des amendements qu'on voulait faire passer sur le projet de loi de finances pour avoir de la transparence, simplement de la transparence sur les données publiques de subventions qui vont à la pêche. Donc on ne demande pas grand-chose, on demande en fait l'application de la loi. La loi prévoit que les données de finances publiques soient transparentes. C'est pas grand-chose, mais il s'était opposé à la transparence parce que tellement trusté par les lobbies déjà. Donc moi, j'ai vraiment souffert pendant 1 an, avant que Nicolas quitte le gouvernement. Parce que j'enrageais en fait, je me disais mais c'est pas possible que cette poudre perlimpinpin pour le coup, que ça fonctionne, que les gens croient au discours. Et en fait mon plaidoyer profond pour nous tous citoyens, c'est qu'on arrête de croire au discours, qu'on regarde les actes. Et en fait, nous, on a mis une chronologie sur le site internet de Bloom des actes d'écologie et de solidarité, parce que c'est comme ça que Nicolas Hulot avait appelé son ministère, qui était évidemment une vision transversale. Et Nicolas avait tellement raison. On ne peut pas faire d'écologie sans solidarité. Enfin, et c'est une façon, d'ailleurs, le GIEC insiste sur les inégalités qui vont croissant, en fait, quand on échoue à régler les grands problèmes, justement, les grands pas qu'il faut entamer. Quand le GIEC nous dit, en fait, d'ici 2030, il faut qu'on réduise de 45% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2010. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous disent changement radical. Tout ce que vous connaissez, tout ce que vous faites, il faut le questionner et il faut mettre en œuvre des solutions multiples qu'on connaît, qui fonctionnent, qui sont déjà mises en œuvre par des gens incroyables qui n'ont pas attendu une réglementation européenne pour faire la démonstration sur les territoires, qu'on peut se déplacer autrement, qu'on peut produire autrement, qu'on peut consommer autrement, etc. Et donc, évidemment, les petits pas, ça ne marche pas. Évidemment, le gouvernement de Macron ne peut pas, c'est structurel, ne peut pas entamer une transition écologique et solidaire tout en étant dans cette culture profonde du MEDEF, des lobbies, de la finance, du court terme. La finance exige, aujourd'hui, les circuits de finance exigent un retour sur investissement très haut et dans des temps très courts. Et ça, ce n'est pas du tout compatible avec nos impératifs écologiques. Il faut être dans la radicalité, il faut être dans le combat, il faut mettre des ZAD le plus possible partout et le plus possible... Alors, tant que le gouvernement, tant que les pouvoirs en place, parce qu'il s'agit évidemment bien au-delà de Macron, de toute cette forme de tous ces gouvernants qui sont ultra-libéraux et donc ultra dangereux, qui sont pour une dérégulation, qui sont pour le libre-échange, qui sont pour les CETA et les TAFTA et qui ne nomment pas l'évasion fiscale parce qu'elle les rémunère d'une façon bien sûr que cette part congrue des ultra-aisés qui ne prennent pas leurs responsabilités, parce qu'il y en a qui prennent leurs responsabilités. Donc attention au langage, je ne veux pas du tout qu'on pense qu'on met tout le monde dans le même panier. Mais la plupart des riches en France payent leurs impôts en France. Mais les ultra-aisés, et dans certains, ceux qui font de l'évasion fiscale, en effet, doivent complètement eux-mêmes changer leur représentation du monde pour comprendre que plus que tout autre, ils doivent mettre la main au portefeuille pour contribuer à ne pas détruire l'État-providence, à ne pas détruire les réseaux de solidarité au moment où on a le plus besoin d'eux et nous permettre finalement de financer la transition écologique. Macron a dit quoi? Il a annoncé que sur 5 ans de mandat, il voulait faire 80 milliards d'économies sur le budget. Il a commencé, vous vous souvenez, juste après avoir été élu, par annoncer qu'il allait prendre 5 € aux APL. Donc en fait, en prenant aux plus démunis, aux plus vulnérables dans la société, on leur prend un montant qui, pour eux, représente quelque chose, tout en offrant à ceux qui sont les plus aisés un cadeau monumental en modifiant l'ISF, donc sur la partie des liquidités, en gros. Donc on est quand même dans un truc qui est d'une violence sociale inouïe. Et on ne peut pas laisser faire ça. Puisqu'il y a parmi tous ces individus-là aisés des gens qui sont prêts à s'engager, des entreprises qui s'engagent déjà pour dire mais on paye nos impôts en France et on n'est pas pauvres, on peut continuer à bien vivre. On s'engage comment du coup? Nous, voulez dire nous les citoyens? Nous citoyens et puis
ceux qui sont peut-être plus aisés, je ne sais pas. Eh bien, alors déjà, en effet, je pense qu'il faut essayer au maximum de se mettre en accord avec nos impératifs de la connaissance et notre mode de vie. C'est dur à faire. Ça veut dire qu'en effet, ça ne veut pas dire qu'il faut plus voyager, c'est tellement important de voyage, d'aller à la rencontre, mais quand même, il faut que ça reste quelque chose d'exotique. Et on doit changer notre représentation aussi du lointain, de l'exotisme, de la facilité avec laquelle on peut monter dans un avion, etc. Mais je pense que fondamentalement, notre pouvoir, c'est notre pouvoir de citoyen et d'électeur. Donc on doit se dire, être un citoyen, ce n'est pas élire quelqu'un, peu importe le mandat, et ensuite tourner le dos et faire autre chose. C'est en permanence se cultiver, c'est en permanence savoir ce qu'ils font, c'est en permanence les questionner quand ils commencent à déroger des promesses qu'ils ont faites. Mais ce que Macron a compris, c'est que leur stratégie de production de discours est la bonne, puisque en fait, au mieux, ce que les citoyens écoutent, c'est un discours. Et ensuite, ils ne vont pas aller regarder, faire du fact-checking, regarder si en fait, il y a une concordance entre ce qui a été annoncé. Et donc, les éléments de langage, c'est ça, cette poudre de perlimpinpin, c'est des éléments de langage. Alors, les gens retiennent cette ambition. Ah, mais quand même, il est beau, il est jeune, il est machin. Et en plus, il parle bien. Et en plus, ces discours sont bien écrits. Alors qu'en réalité, donc, la chronologie qu'on a mise en ligne sur le site de Bloom, c'est pour montrer comment chaque jour, quasiment, on a eu pendant cette année d'exercice du pouvoir une violence incroyable, parce que ça n'a pas juste été une espèce d'immobilisme de l'État qui fait rien, etc. C'est qu'ils ont attaqué. Ils ont attaqué la solidarité, ils ont attaqué le budget, alors qu'ils nous sortent un pacte pauvreté ou une espèce de loi pauvreté avec 2 milliards d'euros, alors qu'à côté de ça, ils font un cadeau de 6 milliards d'euros aux plus riches. Vous voyez, donc à un moment donné, c'est violent d'entendre ça. Je veux dire, alors les gens disent, mais c'est quand même bien leur plan pauvreté, mais ce qui est vraiment bien pour lutter contre la pauvreté, c'est d'avoir des moyens, c'est d'avoir du budget. Donc ces 80 milliards d'économies qu'il veut faire au cours de son mandat, c'est le manque à gagner qu'on a quasiment annuellement à cause de l'évasion fiscale et de l'optimisation agressive. Donc à un moment donné, il faut aller sur ces terrains-là. Et tout en disant, attention, prendre nos responsabilités collégiales d'un point de vue fiscal et sociétal. On ne vous demande pas d'être plus pauvre, on vous demande de ne pas chercher cette optimisation qui est odieuse aujourd'hui, alors qu'il y a une telle urgence humaine et planétaire. De faire sa part pour le commun, pour les communs. Mais oui, et on peut payer nos impôts, être fier de payer nos impôts et continuer à très bien vivre. On va passer à une séquence, parce qu'on sent que cette colère peut vraiment nous faire dialoguer des heures et des heures. Ah oui, je peux rester toute la nuit, moi. On va passer à un moment très attendu. Charlie qui revient avec une actrice du changement, Agathe Claire de la Fondation Surfrider Europe. Mais juste avant, on va voir une petite bande-annonce vers une appli parce qu'il faut bien utiliser tous ces moyens-là, qui nous interpelle sur le zéro déchet. Et c'est produit par Surfrider. Chaque seconde, nous déversons près de 412 kg de déchets dans la mer. On estime que d'ici 2050, il y aura plus de déchets que de poissons dans les océans. Jeter un mégot, utiliser un gobelet en plastique ou même se laver les dents sont autant d'actions du quotidien qui produisent des déchets qui finiront en grande partie dans les océans. La bonne nouvelle, c'est que si nous sommes à 100% responsables de cette pollution, cela signifie que nous avons 100% de la solution entre nos mains. C'est pour ça que nous avons imaginé Ocean Zero, une application mobile gratuite qui vous accompagne au quotidien vers une démarche zéro déchet. Ocean Zero vous propose une série de 25 défis à relever, pas à pas, pour réduire votre production de déchets. Vous commencez par des actions simples et concrètes, comme remplacer les bouteilles en plastique par une gourde, refuser les pailles ou acheter en vrac. À votre rythme, vous progressez, vous voyez votre impact et celui de tous les autres utilisateurs et vous débloquez de nouveaux défis. Avec Ocean Zero, vous apprenez les petits plus pour produire moins de déchets. Ces petits gestes du quotidien qui, mis bout à bout, vous permettront de sauver les océans. Rendez-vous sur www.surfrider.eu/ocean0. Merci Surfrider. Charlie, Charlie, je te présente pas, tout le monde te connaît. Charlie, tu participes à l'aventure Rendez-vous des futurs depuis très longtemps et tu t'es spécialisé petit à petit dans la rencontre avec des acteurs de changement. Donc je te laisse le micro. Et Claire, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Alors attention Charlie, Claire quand elle a... J'ai tellement parlé, moi je suis contente d'écouter ce que d'autres ont à dire, surtout Surfrider que j'adore. Donc.
Et on dialoguera un petit peu ensemble, bien sûr. Parfait. Alors allons-y. En effet, les acteurs du changement, c'est important aussi de mettre en avant des gens qui font. Bonsoir Agathe Claire. Bonsoir. Bonsoir Agathe. On va parler un petit peu avant tout en fait de votre parcours. Donc quand on a préparé cette émission, vous me disiez que vous aviez commencé par des études juridiques et puis après une première expérience dans un cabinet spécialisé sur ces questions environnementales. Vous vous êtes dit le droit n'est peut-être pas le seul moyen de protéger l'environnement. Et puis vous avez eu tout un cheminement et puis vous êtes retrouvé ou vous avez trouvé, je ne sais pas, la porte de Life Rider Foundation Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce parcours d'un monde peut-être à un autre ou d'un domaine de l'un à l'autre? Oui, bien sûr. Finalement, le droit, en fait, je le retrouve aussi aujourd'hui quand je travaille à Surfrider. Donc, en effet, j'ai fait 5 ans de droit. C'est une discipline qui paraît un peu austère comme ça, mais il y a énormément de choses qui se passent tous les jours, en fait. Et j'ai fait des stages dans des cabinets d'avocats. Et en effet, le fait d'être dans un bureau toute la journée à essayer de voir quelle est la nouvelle jurisprudence sur une thématique, pour moi, j'ai grandi dans une famille où ils sont tous très engagés, où ils sont tous très acteurs du changement. Et je me sentais pas tellement actrice là où j'étais à ce moment-là. Et donc j'ai décidé de ne pas passer le concours du barreau. Et j'ai fait d'autres stages en organisation internationale, notamment à l'UNESCO. Et je me suis aperçue qu'en fait, le développement durable et la protection de l'océan, ça nécessite des connaissances qui sont aussi techniques. C'est un milieu qui est... il y a de l'expertise scientifique, etc. Toute la défense est basée sur des études scientifiques. Et donc, j'ai voulu élargir mon domaine et j'ai fait un autre master en politique du développement durable, ce qui m'a amené à faire un stage au Costa Rica. Donc, j'ai fait un stage de 6 mois. Finalement, j'y suis restée 3 ans. Je suis tombée amoureuse de ce pays-là parce que justement, il a des politiques publiques environnementales qui sont assez impressionnantes pour un petit pays comme ça. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose évidemment, mais il y a des très belles choses qui sont faites. Ça m'a beaucoup inspirée. Et puis je suis rentrée en France, j'ai travaillé dans plusieurs autres associations. Je suivais l'association Surfrider depuis assez longtemps, moi à titre personnel. J'ai vu cette possibilité-là de rentrer à Surfrider, j'ai postulé, c'était bon. Quel est le petit truc en fait très très personnel en fait, alors qui vous a attiré en fait dans cette association? Alors tout d'abord c'est le côté très océan. Malheureusement on n'en parle pas assez. Ça fait finalement que très peu de temps que l'océan fait partie des négociations internationales pour le climat. Et donc ça me paraissait important de le protéger. On lui doit quand même une respiration sur 2. Et puis le côté... La communauté au départ, Surfrider, c'est tout ce qui est pratiquant d'activité nautique. Ça a été créé en 1990 par le triple champion du monde Tom Curren de surf. Et voilà, c'était tout ce côté-là de mobilisation. Et moi, je pratique un petit peu le surf, donc ça m'intéressait beaucoup de pouvoir lier cette activité-là avec mes valeurs de protection de l'environnement et de l'océan. Alors, en faisant des petites recherches, en fait, j'avais compris en fait, qu'il y avait d'abord eu l'association en fait, aux États-Unis et qu'ensuite, du coup, en fait, il y a une organisation européenne. Est-ce que vous savez pourquoi, du coup, il y a eu ce souhait en fait, d'avoir... c'est quoi? C'est une antenne européenne? C'est un relais? Alors, en effet, ça a été créé au départ en 86, donc finalement très peu de temps avant Biarritz, à Malibu, par du coup ce champion-là de surf, qui est venu après s'installer à Biarritz et qui a découvert qu'il y avait exactement les mêmes problèmes, que leur terrain de jeu était toujours jonché de plastique. Et finalement, surfer, le plastique, c'est pas forcément agréable. Quand ils sortaient de sessions de surf plein de boutons ou malades, voilà, ils se sont aperçus qu'il y avait les mêmes problèmes. Et donc, ils ont créé 4 ans après Surfrider Foundation Europe. Et aujourd'hui, on a un réseau, on est présent sur 11 pays d'Europe et on a 2000 bénévoles assez actifs partout qui nous représentent et qui font des actions tous les jours très concrètes pour protéger l'océan. Et on travaille sur 3 thématiques qui sont... J'aime bien l'histoire. Donc, j'aime bien l'histoire. Alors, dans 90-2018, bon, ça fait à peu près 28 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc c'était une préoccupation à cette époque-là, il y a 28 ans. Depuis, et aujourd'hui, entre cette époque-là et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Ça a empiré ou... Alors, est-ce que ça a empiré? Je ne sais pas. Enfin, oui.
il y a eu certaines avancées qui se sont faites sur certains sujets. En 1990, la problématique principale de Surfrider, c'était justement la qualité de l'eau, parce que la communauté était basée presque exclusivement sur les pratiquants d'activités nautiques, et donc c'était la thématique qui les touchait le plus. On s'est ensuite élargi à une autre. En 2018, maintenant, la plupart de nos projets portent sur les déchets aquatiques. Donc tout ce qui est justement les plastiques dans l'océan, entre les macros et les microplastiques, etc. Et donc du coup, aujourd'hui, on travaille beaucoup là-dessus. Notre ligne politique, on continue de travailler sur la qualité de l'eau, les déchets aquatiques et l'adaptation au changement climatique. Alors parce que oui, dans l'imaginaire en fait, pour la fondation Surfrider, en fait, on imagine donc des surfeurs ou des estivaliers en fait qui vont sur les plages pour ramasser des déchets. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Ça existe encore? Oui, bien sûr. Et comment c'est organisé? Ce sont des bénévoles qui impulsent l'idée? Oui, au départ, c'est des antennes bénévoles qui sont présentes dans toute la France et dans toute l'Europe, comme je le disais, qui font des initiatives océanes. Donc, c'est un des programmes phares de Surfrider. Une initiative océane, c'est pas seulement un beach clean-up, parce que maintenant, on voit souvent, il y a beaucoup d'autres associations qui font du beach clean-up. Donc, c'est simplement le fait de ramasser les déchets sur la plage. Nous, on a décidé d'aller un peu plus loin, et c'est grâce à ça qu'on a une vraie expertise maintenant. C'est-à-dire on ramasse les déchets, ensuite on va les séparer, et on va essayer de cibler. Voilà, on a maintenant une espèce de top 10 des déchets qu'on retrouve sur les plages, et c'est grâce à ça ensuite qu'on fixe nos actions après de prévention des déchets. Par exemple, on a une antenne à Paris qui est très active, et comme quoi on n'est pas obligé d'être au bord de la mer. On ramasse les déchets le long des canals ou de la Seine, pardon, des canaux. Et en fait, il se trouve que par exemple en 1 heure, la dernière fois, on était une trentaine de personnes. On a ramassé 26 000 mégots. Et c'est de là qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse des actions sur le mégot exclusivement, puisque un mégot, ça contamine 500 litres d'eau. On s'imagine, on fait vite le calcul. Donc du coup, voilà, c'est grâce à ces actions-là, à ce monitoring-là de déchets, on remonte après au siège tous les déchets qu'on a trouvés, qu'on peut après baser nos actions de prévention. D'accord. Et n'importe qui en fait qui pourrait être intéressé par cette initiative en fait peut vous contacter, aller sur le site et rejoindre un groupe local. Bien sûr, oui. Sur le site internet, tout est dispo. Sur les déchets, peut-être qu'on peut faire quand même parler, parce qu'on a vu une petite capsule vidéo. Vous avez une actualité en fait sur une appli. Ouais. Alors on est très content parce qu'on a atteint. En fait, c'est une application qu'on développe qui permet en fait d'accompagner la démarche de chacun vers le mode de vie zéro déchet, donc limiter tous ces déchets, que ce soit alimentaires, cosmétiques, etc. Et cette application-là, ce serait comme un petit coach qui fixe 25, je crois, défis sur comment limiter ces déchets au supermarché, dans sa salle de bain, etc., etc. Et donc c'est une appli qui a connu. On l'a financé grâce à un crowdfunding qui, du coup, hier a atteint son solde, et on est en train de le dépasser. Donc c'est vraiment génial, on est très contents. Donc on verra cette application et on pourra l'avoir entre les mains. Très rapidement, avant qu'on parle en fait à un autre sujet qui nous intéresse. Donc du coup, on a parlé en fait pas mal des déchets, sur la qualité de l'eau ou sur l'aménagement du littoral, le transport maritime. Parce qu'en 2 mots, on peut parler de ça aussi, de quoi il s'agit. Donc j'ai bien compris que dans la fondation, c'était pas uniquement donc les surfeurs sur la plage, d'accord. Alors c'est aussi d'autres choses. Donc sur la qualité de l'eau, par exemple. Sur la qualité de l'eau, par exemple, on a des labos un peu bénévoles qui vont faire des collectes tout simplement d'échantillons d'eau et analyser, voir ce qui se passe et dans telle région. Pourquoi est-ce qu'on retrouve plus cette pollution-là, etc. Et encore une fois, essayer après de connaître les causes et d'aller ensuite s'attaquer aux sources. On a un bureau salarié à Marseille qui s'occupe beaucoup de ça justement dans la mer Méditerranée, puisque par exemple il y a la problématique des boues rouges par exemple à Cassis. Et alors, une fois que vous avez cette information-là, vous en faites quoi en fait
Alors ensuite, on crée des rapports. Voilà, on a une vraie. En fait, Surfrider, on a 3 leviers d'action. On a donc cette expertise-là, sur la qualité de l'eau avec les labos, par exemple, qui est un exemple. Le programme de sciences participatives, les initiatives Océane, avec la collecte des déchets. Tout ça, ça fait qu'on a une vraie expertise de quels déchets, pourquoi est-ce que cette eau-là est polluée à tel moment, à telle date, etc. Ça nous permet de baser, de créer des programmes d'éducation et de sensibilisation sur cette expertise-là. Et donc, on va après sensibiliser tous les acteurs de la société. On n'exclut personne. On va aussi bien dans les écoles que dans les entreprises. Comme ça, on souhaite vraiment s'adresser à tous les citoyens pour qu'ils puissent impulser un comportement. Et le dernier levier, c'est la communication d'influence ou le lobby environnemental. C'est pour ça qu'on a un bureau aussi à Paris et à Bruxelles. Et on fait du lobby parce qu'il n'y a pas de raison de vouloir changer le comportement du citoyen si on ne peut pas changer aussi le cadre juridique de la loi. Pardon. Donc du coup, on essaye d'influencer les décideurs. On a des vrais dialogues avec eux et on est là au moment de l'adoption des lois. Bon, donc j'imagine que peut-être nos invités sont amenés parfois en fait à se croiser alors du coup sur cette thématique. Avant qu'on peut-être Éloi, je te laisserai animer. Enfin voilà, on va avoir peut-être une discussion tous les quatre. Avant ça en fait, j'aurais voulu en fait que vous nous parliez en fait d'une campagne que vous êtes en train de lancer justement pour donner de la voix aux océans. De quoi il s'agit ? Alors, ça s'appelle Voice for the Ocean. C'est une grande consultation citoyenne qu'on a lancée déjà le 1er juin à Burias pendant les European Maritime Days. En fait, on s'est aperçu avec Surfrider qu'il y avait une grande déconnexion entre le citoyen, comme le disait très bien Claire, entre le citoyen et les institutions européennes. On pense souvent que Bruxelles, c'est loin et que ça ne nous impacte pas tant que ça, alors qu'en fait, on sait bien aujourd'hui que le droit européen, c'est la source du droit français et il y aura forcément des répercussions au niveau local. Et donc on souhaite déjà reconnecter les citoyens avec les institutions européennes. Il y a des grandes élections qui vont arriver en 2019. En 2014, il y a seulement 40% des Français qui sont allés voter. Et donc là, avec Voice for the Ocean, l'idée c'est de rappeler aux citoyens ce que fait l'Union européenne déjà pour l'océan, notamment la directive 4 sur le milieu marin. Et là, il va y avoir une directive sur les plastiques à usage unique qui sera prise très, très bientôt. Excusez-moi, mais alors du coup, comment on communique en fait au grand public en fait ? Comment on va vers parce qu'on a parlé quand même pas mal de communication aussi tout à l'heure en fait de la façon de faire passer des messages. Du coup, comment vous allez procéder ? Alors nous, l'idée c'est évidemment de passer ce message-là, d'aller voter, de protéger les océans, etc. Mais c'est vraiment une consultation, c'est-à-dire qu'on leur pose des questions, comme s'ils avaient la Commission et le Parlement en face d'eux. On leur demande sur 8 thématiques, qu'est-ce que vous demanderiez aujourd'hui à la Commission ? Par exemple, on aborde le sujet du tourisme durable. Alors, est-ce que ce serait créer un label de tourisme durable général au niveau européen ? Est-ce que ce serait limiter la fréquentation des touristes, etc. Donc, on a plusieurs propositions par thématique. Ça prend environ une dizaine de minutes et le citoyen qui se trouve sur la page peut faire des espèces de top 3 ou cocher des cases, etc. Et nous, à partir de là, on pourra justement, donc une fois qu'on aura collecté toutes les réponses des citoyens, on aura encore une fois une vraie base sur laquelle se fixer et on aura une vraie crédibilité pour ensuite aller voir les candidats qui se présentent aux élections en essayant de les challenger sur la base des résultats de cette consultation-là. Donc finalement... Voices for Ocean, c'est ça ? Voice for the Ocean. Il faut vraiment y aller. Oui, alors peut-être qu'on verra en fait, on enverra en fait un lien vers la vidéo en fait de la campagne. Mais alors du coup en fait quand je vous entends, puis j'écoutais aussi Claire tout à l'heure. Du coup vous êtes aussi un peu un lobby. Oui, on fait on fait du lobby bien sûr, mais c'est un mot qui est un petit peu. Tu cherches un peu. On fait du lobby, c'est un mot qui aujourd'hui fait peur. Alors du coup on dit communication d'influence, mais on fait vraiment du lobby environnemental. Et comme le disait Claire, on est tout petit par rapport aux autres. Par exemple, nous on essaye de limiter le plastique. Et derrière le plastique, il y a un gros lobby, c'est le lobby du pétrole. Et donc évidemment, parfois on fait pas le poids, mais on est toujours là et on lâche rien. Et petit à petit, on pourra justement aller vers plus de régulation là-dessus. Et
Je voulais faire réagir peut-être Claire, Vous justement. êtes pleine d'espoir, c'est bien. Il en faut quand même. Ben, je sais pas s'il en faut. C'est Pour moi, je agir, pense c'est un que- moteur. non, je pense que c'est l'action qui donne de l'espoir. C'est pas l'espoir qui nous mène à l'action. Donc non, je pense qu'il faut agir. La lobbyiste de Surfrider est absolument géniale, Antidia Sitores. Je suis archi fan de cette fille qui est ultra technique. Mais voilà, ils ont un lobbyiste qu'on voit partout. En effet, tout le monde connaît Antidia. Elle est ultra bonne, donc c'est une référence. Mais c'est qu'un. Enfin, voilà, je veux dire, par rapport au lobby qu'on a en face. Donc, alors oui, on fait du lobbying citoyen. De toute façon, on s'en fiche. La bataille sémantique, c'est pas. La réalité, c'est que certains représentent l'intérêt général long terme et d'autres des intérêts sectoriels court terme. Voilà. Donc non, c'est pas vraiment. Il y a plus de lobbyistes à Bruxelles que de personnel à la Commission européenne. Voilà, ça te donne un peu l'idée. Donc la Commission européenne va s'appuyer sur tous ces lobbies privés pour produire ces propositions de loi. Et est-ce qu'on remarque, est-ce qu'on assiste à un mouvement, enfin des actions en fait de différentes ONG, petites, moyennes ou grandes, qui essayent de faire porter leur voile comme ça, comme on l'a entendu tout à l'heure en fait au niveau européen. Est-ce qu'on observe qu'il y a je sais pas, vous êtes de plus en plus nombreux ou pas Je connais pas. Enfin, je sais qu'on est quand même assez nombreux, mais ça a été quantifié. Hein. J'ai plus le tableau en tête, mais je crois que c'est environ. C'est pas infinitésimal. Je crois que c'est 8% ou un truc comme ça, peut-être 10, mais maxi 10 des représentations d'intérêt qui sont pour l'intérêt général par rapport à 90% pour de l'intérêt privé, sectoriel, industriel, classique, le MEDEF, par exemple. Parlons du MEDEF, c'est mon sujet préféré, parce que par exemple, le MEDEF fait partie d'une organisation bruxelloise qui s'appelle Business Europe, et eux, donc il y a eu une fuite de documents internes de Business Europe la semaine dernière, où on voit qu'ils luttent avec une stratégie de lobbying très affinée pour que les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et de toute autre forme d'ambition climatique d'Europe ne soient pas contraignants. Voilà. Donc ça c'est une stratégie politique. Et donc il y a des tas de petits mots à insérer dans la loi. C'est des petites choses qui ont l'air de rien, mais qui enlèvent tout poids à une réglementation. Donc le grand truc de l'ONU, par exemple, c'est, on va dire, d'ici 2020, les nations auront empêché et arrêté la surpêche dans le monde. If possible. Si possible. Voilà. Et c'est le petit truc, c'est 2 mots, une virgule, voilà, c'est rien du tout. Et c'est inséré à 4h du mat, quand les négociateurs sont au bout de craquer tellement ils sont fatigués, le petit machin, quand on a le dos tourné. C'est toujours comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut aussi imaginer, donc on voit qu'il y a différentes la révolution. Il faut faire la révolution. Ah oui, là, c'est... il faut prendre le pouvoir. Est, il faut se constituer avec tous ceux qui sont de bonne foi, tous les citoyens, les paysans qui crèvent de fatigue, de rien du tout, ils n'ont aucun revenu. Tous ceux, on se fait léser par tout ça. Il faut prendre le pouvoir, il faut aller voter. Et ensuite, il faut aller embêter nos élus jusqu'à ce qu'ils en crèvent et qu'ils craquent de dépression parce qu'on leur fait payer leur trahison. Voilà ce qu'il faut faire. On ne va pas se laisser avoir. Notre avenir est en péril. On a des enfants. C'est l'angoisse pour nos enfants. On va leur dire quoi? C'est quoi? C'est foutu. Alors en plus, tu as de la chance, ma chérie. On est un peu plus riche que les autres, donc on va pouvoir se ghettoiser. Super. On va se déshumaniser. Le SDF, tant pis pour lui. Et quoi? Lui, c'est un Afghan. On s'en fout. Lui, c'est un Syrien. On s'en fout. C'est ça qu'on va leur dire? Mais c'est l'horreur absolue. On s'est prouvé scientifiquement que la coopération, c'est ce qui va sauver l'humanité de sa perte. Donc il faut coopérer. D'un point de vue humain, c'est un impératif d'humanisme, d'une part. Donc être solidaire, être dans l'accueil, être dans l'hospitalité, se dire ensemble, on va trouver des solutions. Et en fait, dégager ceux qui nous trahissent. Ils sont en train de nous mettre en péril. Il faut les dégager. Désolé de faire du dégagisme, il n'empêche que c'est comme ça. Et il y a une échéance bientôt, une échéance européenne. Effectivement, il faut aller participer à leur Voice for Océan. Enfin, les voix de l'océan. Enfin, vous allez sur le site de Surfrider. Mais c'est un premier pas quand on ne sait pas par où commencer. Déjà, c'est rapide, ça prend 10 minutes, c'est en ligne, etc. C'est un premier pas pour s'exprimer. Et je suis sûre que ça a donné envie à certains de s'engager, d'aller plus loin. Ça permet aussi, certes, on donne son avis sur certains sujets, mais on apprend aussi beaucoup de choses et on se rend compte de plein de choses. On a mis en place, avec cette consultation-là, on ne pose pas que des questions, c'est pas qu'un questionnaire, il y a aussi beaucoup d'infographies, de vidéos, des choses assez impactantes qui font que, rien qu'en répondant en fait à la question, on prend conscience de l'enjeu et du problème qui est par exemple sur le transport maritime ou sur les microplastiques. Enfin, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, qui sont prioritaires. L'un des drames quand on fait une émission, c'est que forcément, il y a un début, il y a une fin. Alors, on est vraiment tout proche de la fin. Mais je m'en voudrais de manger cette partie qu'on attend tout le temps, les coups de cœur.
Donc là, toi, tu as ça, un coup de cœur. Tu veux partager quelque chose avec nous. Et peut-être qu'Agathe a un coup de cœur. Peut-être que Claire en a d'autres. Et moi, j'en ai peut-être un. Alors, je te laisse à alors, vous l'avez compris, c'est le moment des coups de cœur. En fait, l'idée, c'est de partager en fait des coups de cœur personnels avec les internautes qui nous regardent. Alors, ça peut être un coup de cœur qui est en lien ou pas avec le thème de la soirée, la révolution ou pas. Voilà. Qui veut commencer à partager Claire. Moi, je veux bien. Mon coup de cœur, c'est le film Meeting Snowden de Flora Vasseur. Flore Vasseur, peut-être Flore Vasseur. Flore Vasseur. Donc une Française très engagée qui est allée à la rencontre de Snowden en Russie. Et si vous n'avez pas vu Citizen4, il faut évidemment voir d'abord le documentaire de Laura Poitras sur Snowden dans sa chambre d'hôtel à Hong Kong, une fois qu'il a lancé cette bombe planétaire sur la surveillance de masse organisée par la NSA. Et là, on est à un moment avec Laura Poitras, Glenn Greenwald, dans la chambre d'hôtel de Snowden. Son destin n'est pas encore fixé, il ne sait pas qui va l'accueillir pour lui donner asile, etc. Mais on a un moment où la Terre entière parle donc de ces révélations ultra scandaleuses de la NSA. Et donc nous, on regarde ce documentaire, on voit le truc, merci Laura Poitras, excellente documentariste, et on se dit, espoir. Le type révèle qu'on est tous écoutés, tous, ils peuvent intercepter toutes nos communications personnelles. Ça pose un petit problème de démocratie. Et que non seulement, voilà, on l'est, mais c'est qu'on s'entre-écoute. En fait, tout le monde écoute tout le monde, donc c'est vraiment merveilleux. Donc on se dit, voilà, ça va forcément générer une espèce de sursaut démocratique. Les citoyens du monde vont refuser clair et net que ça se produise comme ça, que ça se passe comme ça. Et donc, Flore Vasseur est passé quelques années plus tard voir ce que pensait Snowden de la démocratie, avec un autre intervenant qui est Larry Lessig, qui est génial, et Jónsdóttir, donc l'Islandaise du Parti Pirate. L'entretien, il dure pas longtemps, c'est un film de 3/4 d'heure, un truc comme ça, c'est fondamental. C'est un devoir démocratique de regarder cet entretien et d'écouter ce que nous dit Snowden sur l'état de nos démocraties. Merci Claire pour ce coup de cœur. On va peut-être passer à Agathe. Agathe qui avait partagé, enfin vous m'aviez dit un petit peu quel pourrait être votre coup de cœur. Et alors vous, c'est un lieu, je crois, enfin après je vous laisse... Oui, c'est un lieu, en fait, c'est beaucoup plus détendu. C'est un lieu où je devais rester 2 semaines en vacances et finalement j'y suis restée 2 mois. Ça s'appelle l'Anvers, c'est sur la baie de Tafetna, c'est au Maroc, donc c'est pas si loin que ça. L'impact carbone n'est pas si élevé, même s'il faut éviter de prendre l'avion. On est déjà dans le voyage. C'est très très isolé, c'est entre des dunes et l'océan, et derrière il y a des beaux canyons. C'est un tout petit village de pêcheurs. Je ne sais pas quelle est la qualité de leur pêche en revanche, mais voilà, c'est un lieu où on s'y sent bien, où les gens se connectent. C'est à la fois une résidence d'artistes, un écologe où vraiment tout est très très bien pensé pour qu'il n'y ait aucun impact sur l'environnement, enfin aucun, en tout cas un impact moindre. Voilà, c'est une démarche un peu zéro déchet. Il y a des initiatives océanes qui se font souvent de manière naturelle entre les gens du village et les gens qui arrivent de partout dans le monde. Il y a plusieurs choses comme ça. Voilà, c'est un endroit où se sent très bien, et donc du coup c'était mon coup de cœur de la soirée. Un lieu pour croiser et partager. Exactement, c'est ça. Merci. Éloi, as-tu un coup de cœur ce soir? Oui, moi je vais être rapide. J'ai lu un bouquin il n'y a pas très longtemps et il sort aujourd'hui, donc en même temps c'est assez logique. Un bouquin, non mais c'est assez curieux. Si, je l'ai lu avant. C'est pas logique. Et c'est assez curieux parce que ça correspond pas forcément à mes lectures, mais j'ai adoré ce bouquin. Alors je suis un peu parti pris. Ça s'appelle Tout le monde ne raffole pas des brocolis. C'est un roman, c'est l'histoire, ben voilà, on le voit en visuel. C'est l'histoire de 3 nanas et qui finalement apprennent, on parlait des petits pas, c'est une série de petits pas. En fait, c'est la première fois qu'il y a un roman autour de l'écologie, mais à travers un récit feel good, un roman, un petit roman, quoi. Et un petit roman qui fait du bien. Et je sais que la personne qui l'a écrite, elle, son objectif, c'est de parler, alors là, c'est un mot, on va me tomber dessus, mais à Madame Michu. C'est ça qu'elle veut. C'est parler d'écologie à des gens qui sont quand même encore, et ils sont très très nombreux, à être très éloignés de ça. Très éloignés des petits pas, de l'écologie, des grands enjeux. Et voilà, à travers une histoire un peu smooth, on arrive à se poser aussi des questions. Donc voilà, moi c'est mon coup de cœur et c'est Camille Choplin, bien sûr. Alors du coup, je peux en rajouter un deuxième. Ah bah oui. Parce qu'il y a le livre de Raphaël Glucksmann qui sort aujourd'hui.
Les enfants du vide. Et je pense que ça, c'est aussi une lecture indispensable. J'en ai acheté 4 d'un coup. Donc, je ne l'ai pas lu puisqu'il est sorti aujourd'hui. Mais en fait, clairement, c'est une critique de prendre notre responsabilité du point de vue du socialisme, de la gauche, qui nous a aussi amené à cet état de gouffre en fait, de la démocratie. Et avec la sincérité qui caractérise Raphaël Glucksmann et cette empathie, en fait, cette vision du monde dont on est nombreux à se sentir proche. Donc je pense un livre très prometteur à lire. Merci Claire. Et toi Charlie, est-ce que tu as un coup de cœur? Parce que c'est bien beau de nous faire parler. Eh ben oui, j'ai un petit coup de cœur. On va sans doute entendre un petit extrait. C'est toujours autour de la musique, mes coups de cœur. Donc là, c'est un projet un petit peu différent. En fait, c'est deux cousins qui ont travaillé ensemble. L'un qui travaille sur la musique, l'autre sur l'image. Et ils ont créé des courts-métrages musicaux. C'est mieux qu'un clip, c'est beaucoup mieux travaillé. Comment ? Pas Cous Prod? Non, là c'est The Blaze. Ah bon, d'accord. C'est The Blaze. Donc la musique, c'est la musique électronique, assez pop, assez facile d'accès. Et puis leur imaginaire est absolument magnifique. Il y a un travail sur les travelling, et puis il y a un travail de fond en fait sur le message, sur le lien. C'est quelque chose que j'ai aussi un petit peu entendu en fait dans cette émission. Le lien, le rapport à l'autre, la notion de communauté, voilà, les autres, tout ça. Je vous invite vraiment en fait à regarder ce qu'ils font, c'est magnifique. Merci Charlie. C'est donc la fin de cette émission. Merci beaucoup Claire d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Agathe également d'avoir joué le jeu de cette dernière partie de l'émission. Et merci Charlie. On se retrouve le 17 octobre pour une émission spéciale Forum Changer d'air avec Laurence de Villers et Joël de Ronet, notre parrain. Et là, on parle de toute autre chose. Le 20 novembre, là, on parle de quelque chose dont on a un petit peu dessiné les contours. On va parler du Caire avec Fabienne Brugère. Et ça, c'est le 20 novembre, ici aussi. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais te repasser la parole, et moi je reparle plus, personne ne parle. Tu vas juste nous parler d'une musique que j'aimerais écouter, qu'on a écoutée dans une émission sur la collapsologie. Ça nous a un peu tous marqués, et puis on va finir sur cette musique. Et puis... Alors oui, en fait, je vais parler de morceaux que tu aimes. Alors c'est un morceau d'un artiste qui s'appelle Fortet, un artiste britannique, qui travaille aussi sur la musique électronique, et qui a sorti un album il y a très peu de temps. Et dans cet album, on découvre un titre qui s'appelle Lush et qui est absolument joli, avec au début en fait un son d'un instrument qu'on imagine acoustique métallique, et au fur et à mesure apparaît une ritournelle qui nous emmène en fait dans un autre monde, dans une autre énergie, dans laquelle peut-être que l'on peut identifier une forme d'espérance, peut-être, une espérance peut-être pour l'action. Je vous laisse découvrir en son cet extrait de Lush de Fortet.